Herbert Smith Freehills, l'Alliance Ancre, EREN, Club CO2, AFPG, la société Schlumberger et Storengy. Et je rappelle que l'événement est organisé par le CNRS, le BRGM, le Pôle Avenia, l'IFPEN et l'ADEME. On va poursuivre cette matinée, vous allez voir, bien chargée, en parlant de ressources minérales. On va revenir à des sujets un peu techniques, quoique. Des approvisionnements responsables en ressources minérales au service de la transition énergétique. Alors, quelles sont les conséquences de la transition énergétique sur la demande en ressources minérales? L'Europe, on le sait, est très dépendante d'une production souvent extérieure à son territoire, ce qui fragilise certaines chaînes de valeur industrielles qui sont très consommatrices en minéraux. Cette dépendance est non seulement responsable d'un transfert de souveraineté, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, et d'opportunités industrielles, mais elle a également pour conséquence de transférer ailleurs les impacts environnementaux et sociaux associés à nos modes de vie. Alors il y a des solutions qui existent et qui se mettent en place progressivement. Elles combinent une meilleure connaissance du potentiel minier européen, une activité extractive aussi plus responsable et durable, une optimisation des flux de matière et la mise en place d'une économie plus circulaire. Voilà quelques thèmes dont on va parler. Même principe que pour la journée d'hier. On va commencer par 2 présentations de cadrage, j'allais dire, introductives, par Olivier Vidal, puis par Patrick Dugue. Et ensuite, on aura une table ronde sur ce thème donc, des approvisionnements responsables avec des personnalités que je vous présenterai tout à l'heure. On commence tout de suite avec Olivier Vidal. Il est directeur de recherche au CNRS. On l'applaudit très fort. Et on lui tend le micro. Bonjour, monsieur Vidal. 20 minutes pour parler des scénarios de transition énergétique et de la demande en matériaux. Vous avez tout ce qu'il vous faut, je crois. S'il y a besoin, je suis là. Je dois avoir tout ce qu'il faut, oui. Il y a 2 micros, ça va bien. Merci, bonjour à tous. Effectivement, je vais essayer de vous parler de scénarios de transition énergétique. On a vu hier que la transition énergétique devenait quelque chose de palpable, avec des solutions technologiques qui commençaient à se mettre en place. On a vu ce matin qu'il y avait quand même des limites et des contraintes qu'il fallait regarder. Et parmi ces limites, la disponibilité des matières premières en est une. Puisqu'il faut beaucoup de ressources minérales, et notamment beaucoup de métaux, et toute une variété de métaux, pour construire la nouvelle infrastructure de production d'énergie, mais également d'utilisation de cette énergie. Alors c'est quelque chose qui commence à être bien connu, en tous les cas qui est bien identifié depuis une dizaine d'années, où il y a eu beaucoup de publications sur le sujet. Et dans le même temps, au cours de ces 10 dernières années, on a également eu une profusion de scénarios qui ont été publiés par différents acteurs, que ce soit des institutions en charge des problèmes de l'énergie, des think tanks, des industriels, des scientifiques, etc. Et dans ces scénarios, quand on creuse un peu, en fait, on voit qu'il manque cette dimension, finalement, écueil possible, ou en tous les cas, point dur qui pourrait mettre en question notre volonté d'effectuer cette transition énergétique. Donc c'est ce que j'aimerais discuter un peu dans cet exposé, en faisant un lien bien sûr avec ce qui nous occupe dans cette session, les ressources minérales et principalement les usages du sous-sol dans leur ensemble. Alors évidemment, un scénario, c'est une projection dans le futur, avec des hypothèses qui doivent être faites, et parce qu'on se projette dans le futur, il y a des incertitudes énormes. Donc si on ne sait pas exactement où on va, c'est bien de regarder déjà où on vient. C'est pour ça que je montre ces diapositives. C'est l'évolution de la population au niveau mondial, du PIB. Donc on est de plus en plus nombreux, avec un niveau de richesse qui augmente au cours du temps. Et ça, évidemment, ça engendre une consommation d'énergie et de matières premières croissantes. Les matières premières, parce qu'il faut bâtir l'infrastructure, toute l'infrastructure qui nous environne. Alors on parle beaucoup des matières premières critiques, mais il y en a plein d'autres, évidemment, notamment les matières premières de base, certaines sont représentées sur la figure en bas, la deuxième figure en bas, à droite. On est sur des taux de progression de la consommation qui sont assez constants depuis une centaine d'années, on va dire entre 3 et 5% par an. Ça veut dire qu'on double la consommation tous les 20 ans, ce qui pose la question, bien sûr, de la disponibilité des matières premières. Comme on utilise encore actuellement une énergie fossile, carbonée, mais évidemment, on a tous les impacts certains sont montrés sur les figures de droite, ici, qu'on connaît tous, émissions de gaz à effet de serre,
augmentation globale de la température, acidification des océans, perte de biodiversité, etc. Alors les matières premières dans ces affaires ne sont pas négligeables. Je montre ici au niveau mondial entre 1960 et 2060. Donc 2060, on fait une projection tendancielle. L'industrie rejette et l'agriculture rejettent environ 30% du CO2 au niveau mondial. Les matières premières sont responsables d'environ 50% des émissions du secteur industriel et avec une grosse contribution, bien sûr, du ciment et de l'acier. Ce n'est pas les seuls impacts, bien sûr. On a d'autres impacts, type occupation au sol. Donc vous voyez toujours des évolutions à la hausse. Occupation au sol du domaine minier et des carrières qui devrait être multipliée par 2 ou 3 d'ici le milieu du siècle, la quantité d'eau utilisée, et puis plein d'autres pollutions diverses que je ne détaillerai pas ici. Alors l'idée quand même de la transition énergétique, c'est évidemment de diminuer ces impacts à droite, et en premier chef les émissions de gaz à effet de serre, mais sans jouer sur les moteurs principaux finalement, qui sont l'augmentation de la population et du PIB. On ne va pas décréter qu'on enlève 50% des humains sur la Terre d'ici 2060, et on ne veut pas trop toucher au PIB parce que c'est quand même un moteur important de nos activités, et ça remet en question quand même une conception de notre économie qui est la conception actuelle. Alors les choses sur lesquelles on peut jouer, c'est la consommation par habitant, c'est-à-dire continuer à augmenter notre consommation, mais à un rythme moindre en fonction de l'évolution de population et de PIB. La deuxième chose sur laquelle on peut jouer, c'est sur les impacts environnementaux par consommation unitaire à la fois d'énergie et de matières premières. Alors, en ce qui concerne la consommation par habitant, c'est quelque chose qui est difficile. On ne peut pas trop jouer là-dessus. En tous les cas, c'est ce que nous montre... Voilà. C'est ce que nous montrent les données historiques. Je montre ici quelques figures de l'évolution du nombre de voitures par habitant, le nombre de locomotives, de bateaux, de mètres carrés par habitant. Vous pouvez faire la même chose pour le nombre de machines à laver, d'ordinateurs, etc., en fonction du PIB par habitant. Et les points de couleur représentent différentes régions mondiales. Et ce qu'on voit, c'est que quelles que soient ces régions et leur niveau de développement, on a toujours un chemin qui est le même, avec en dessous de 20 000 $ de PIB par habitant, une très très forte croissance de la consommation, et puis à un moment donné où on arrive à un état de saturation, tout le monde a sa voiture, tout le monde a son logement, etc. Et comme on ne peut pas conduire 15 voitures en même temps, et ça ne sert à rien d'avoir 10 machines à laver chez soi, on arrive à ce stade de saturation où on commence à avoir un découplage entre la consommation et la taille d'une infrastructure et le niveau de richesse des pays. Alors je ne rentre pas dans le détail, les niveaux de saturation sont différents selon les régions, bref, je ne rentre pas dans le détail, mais l'idée générale, c'est que finalement, si on est capable de maîtriser ces évolutions logistiques, en démarrant des évolutions de population et de PIB par habitant, c'est les deux figures de gauche, on est capable de reconstruire une infrastructure au cours du temps, le nombre d'automobiles, d'avions, de bateaux, etc., vous avez compris. Donc ça, c'est le cas de la France, dans un scénario tendanciel. Tout ce qui est en bleu, c'est des observables historiques, et puis en rouge, c'est les résultats du modèle, avec une approche logistique. Une fois qu'on a l'infrastructure, on peut calculer la quantité d'énergie dont on a besoin pour la faire fonctionner, la quantité de matières premières dont on a besoin pour la bâtir, et puis pour un mix énergétique qui est évolutif au cours du temps, on va calculer par exemple les émissions de CO2, ça figure en haut complètement à droite, et les impacts finaux, par exemple la contribution de la France au réchauffement global. On a des chiffres ici qui sont très faibles, 0,035 degrés. En fait, ce n'est pas faible du tout, puisque la population française représente 1/100 de la population mondiale. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que finalement, pour se projeter dans le futur, il faut un modèle avec une dynamique et une force motrice. En l'occurrence, ici, celle qu'on a choisie, c'est l'évolution de la population et du PIB.
Donc avec ça, on peut avoir des évolutions tendancielles, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite, l'évolution tendancielle. Bien sûr, on veut avoir, par exemple, une diminution de nos émissions de CO2 qui soit plus rapide que l'évolution tendancielle. Donc pour ça, on va jouer sur la technologie, finalement. On va jouer sur l'efficacité énergétique, bien sûr, mais ça, c'est quelque chose qui est naturel. On améliore l'efficacité d'environ 1% par an depuis une centaine d'années, de manière continue et incrémentale et avec des technologies de rupture. Donc on va jouer sur la technologie, par exemple, en électrifiant massivement la société et en produisant de l'électricité avec des sources décarbonées, qu'elles soient renouvelables ou nucléaires. Ce n'est pas forcément suffisant. Il y a beaucoup de scénarios où on voit que l'ambition est tellement forte en termes de diminution des émissions de CO2 qu'il faut aussi jouer sur l'infrastructure. Diminuer, par exemple, le parc automobile, ou en tous les cas, les usages qu'on fait du parc automobile. On va passer de 13 000 km par an en moyenne à 8 000. Voilà. Donc, c'est des hypothèses qui ne sont pas forcément explicites dans les scénarios, mais qui sont implicites au vu des émissions de CO2 que l'on vise. Alors ça pose une question qui a été abordée dans la table ronde ce matin, bien sûr, c'est les modes de vie. Comment cette diminution et ce changement des usages va impacter nos modes de vie et quel est notre rapport aux objets et pour quels services assurer. Mais il faut aller plus loin. Si on diminue, si on change notamment la taille de notre infrastructure dans une logique qui est celle que j'ai exposée précédemment, on s'attend à avoir aussi une baisse du PIB par habitant, qui est le moteur de notre évolution dans cet exemple-là. Et donc, on arrive à un point où on utilise des scénarios finalement qui ne sont pas cohérents avec un modèle d'évolution qu'on peut bâtir par ailleurs. Alors, avant de continuer, je fais une parenthèse quand même pour les ressources minérales, qui est l'objectif de cette session. J'ai dit qu'on modifiait la technologie, et ça va impacter, bien sûr, en plus des évolutions de PIB et de population, la consommation de matière. Donc, je prends l'exemple ici des véhicules électriques, durée de vie d'environ 13 ans, avec une batterie lithium-ion, on va dire 10 ans, et des technologies de batterie qui sont celles qui existent actuellement, notamment à électrodes de cobalt. Vous voyez les consommations de cuivre, donc c'est au niveau français, à nouveau. La courbe rouge en bas correspond à l'évolution de la consommation de cuivre. Si on fait une hypothèse de 10% de véhicules électriques légers dans le parc automobile français en 2060. La courbe supérieure, c'est 80% de véhicules légers, parce qu'il y a plus de cuivre dans un véhicule électrique que dans un véhicule thermique. Vous avez la même chose pour le cobalt et le lithium en dessous, où on a des facteurs 10. Et là, évidemment, on se pose des questions qui se posent actuellement. Comment est-ce qu'on va avoir accès à ces matières premières, sachant qu'on ne les produit pas sur place. Alors, il ne faut pas se faire peur inutilement non plus. Les métaux sont des choses qui se recyclent. Si on recycle à 75%, vous voyez que l'écart entre la patate verte et la partie rouge, 2060, et ça correspond donc à la quantité de matières premières primaires, de lithium et de cobalt primaire qu'on doit injecter dans le système, est raisonnable, bien sûr. Cela dit, ça ne résout pas le problème de la transition elle-même, où on est dans une phase de croissance et donc il n'y a pas encore de produits en fin de vie à recycler. Et c'est cette période de transition qui est problématique. Une fois qu'on aura notre seuil de saturation, la question se posera différemment. Ça pose également des questions sur les conditions technologiques et économiques du recyclage, sur l'approvisionnement en phase de croissance mondiale. Tout le monde fait sa révolution énergétique en même temps. Tout le monde veut remplacer ses véhicules thermiques par des véhicules électriques. Donc il y aura éventuellement des compétitions entre pays consommateurs qui ne sont pas forcément les pays producteurs. Et puis, je prends l'exemple ici des véhicules électriques, mais il y a plein d'autres technologies qui utilisent bien sûr des batteries lithium-ion et quelles vont être les compétitions d'usage. Donc ça pose également la question des dynamiques futures par rapport à ce qu'on a observé dans le passé. Le passé ne nous dit pas tout du futur, naturellement. Et notamment, il y a des limites physiques qui doivent être intégrées dans notre scénarisation. Donc j'illustre ça par le cas de l'acier. Ici, vous avez la quantité d'énergie en ordonnée
pour produire 1 kg d'acier. On démarre en 1950, il fallait à peu près 60 mégajoules par kilo. Actuellement, on est plutôt sur 25-30 mégajoules par kilo, et vous voyez qu'on a une belle tendance décroissante, quasiment à taux constant, et on a envie de prolonger cette diminution dans le futur. Ça peut être un narratif de scénario. Or, il y a une limite thermodynamique qui est infranchissable, c'est la quantité minimum d'énergie qu'il faut pour casser un oxyde de fer en oxygène plus fer, qui est ensuite utilisé pour faire de l'acier. Cette limite, elle est à 10 mégajoules par kilo. Ça veut dire que si on continue la tendance naturelle qu'on a envie de prolonger, eh bien, on rejoint la limite thermodynamique en 2060, ce qui est évidemment impossible. Donc dans le futur, on n'aura pas ça, c'est évident, parce qu'on remplace des gisements de haute qualité, concentrés, facilement accessibles, par des gisements de plus mauvaise qualité, mais plus abondants. On augmente la taille des réserves, mais on va augmenter également la limite thermodynamique. Et en fait, on s'attend à avoir une évolution qui n'est pas décroissante, mais une évolution dans le futur qui va être croissante. Et là, on se pose à nouveau des questions. Qu'est-ce que ça signifie, cette augmentation qu'on peut attendre des coûts de production, parce qu'on augmente la quantité d'énergie nécessaire, comment ça va se répercuter sur les prix, et quels vont être les impacts et notre capacité à réaliser le scénario. Alors je donne quelques exemples ici pour être un peu plus illustratif. On peut calculer le prix long terme de beaucoup de ressources minérales. Je l'ai fait pour le pétrole, à gauche, dans une évolution business as usual, et vous voyez que le prix du pétrole s'envole. Et puis après, vous avez le cuivre, nickel, manganèse. Donc pareil, hein, les courbes en bleu sont les prix, l'évolution historique des prix observés en monnaie constante. Et en rouge, c'est les résultats d'un modèle qui n'est pas un modèle économique, hein, qui est un modèle purement physique. Et on voit bien que dans le futur, on s'attend à avoir une évolution forte, haussière, du coût de ces matières premières par dégradation de la qualité des gisements et une approche de plus en plus proche des limites thermodynamiques. Bon, je fais un petit résumé. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'un scénario, avant tout, ça doit être un modèle, ça doit être adossé à un modèle qui doit intégrer toute la complexité des couplages qu'on observe entre différentes dimensions, technologiques, physiques, sociales, économiques, environnementales, etc. Ce que j'ai fait, enfin ce dont je vous ai parlé précédemment, c'est qu'on partait, notre moteur c'est la population, le PIB, on recalcule une infrastructure, on met une couche supplémentaire qui correspond au changement technologique qu'on veut faire. À partir de là, on calcule l'énergie et les émissions de CO2, et on a un objectif finalement d'émissions de CO2 qui est différent de l'objectif tendanciel. Et puis après, on se pose la question, c'est ce qu'on fait couramment actuellement, de la disponibilité, notamment des ressources minérales et d'autres ressources du sous-sol. On prend peur, on se dit, ouïe aïe aïe, ça risque de jouer sur le prix, mais on n'a pas le feedback sur notre capacité à changer l'infrastructure. Donc, finalement, si on s'écarte du scénario prévu, on ne sait pas trop comment réagir. Et il faut le discuter. Alors, il faut discuter de plein d'autres choses, des points positifs aussi, le recyclage, j'en ai parlé. Ce qui est absolument important, ce qui est vraiment primordial, et ça a été abordé dans la table ronde précédente, c'est d'envisager aussi les modifications de mode de vie qui vont avoir un retour sur le système économique en général. Alors, ce qu'on voit, si on regarde le passé, et j'ai presque fini, c'est que dans le passé, on a toujours eu une amélioration de la technologie et de l'efficacité qui permettait une diminution des coûts et des prix. Un téléviseur, actuellement, coûte moins cher qu'il y a 30 ans, le même téléviseur, etc. Et ça implique bien sûr les modes de vie, et notamment par effet rebond, cette diminution des prix engendre une augmentation de la quantité d'énergie qu'on utilise et une augmentation de la taille de l'infrastructure. Donc ça joue positivement sur le PIB qui va stabiliser finalement la demande. Ça, alors, un économiste va se tirer les cheveux, parce que c'est une vision un peu physique du truc, je ne suis pas économiste, mais bon, moi personnellement, je le vois comme ça, et évidemment, parce qu'on augmente la taille de l'infrastructure, on augmente la consommation de ressources minérales et d'énergie. Donc, in fine, en fin de chaîne, on augmente les impacts globaux, même si unitairement, par unité d'énergie consommée ou par voiture achetée, on est plus efficace. Mais globalement, on a cet effet rebond qui engendre les impacts, qui augmente les impacts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, l'amélioration de la technologie et de l'efficacité
a eu une influence positive sur nos modes de vie qui était responsable d'une augmentation des impacts. Je vous rappelle que sur la slide précédente, c'était l'inverse. On avait une augmentation, enfin un changement de la technologie, une augmentation de l'efficacité qui nous pousse à aller vers, au contraire, de la sobriété d'usage. Donc on voit bien qu'il y a un contraste entre ce qu'on observe dans le passé et ce qu'on aimerait faire dans le futur. Donc il y a pas mal de gens qui commencent à s'intéresser à ces problématiques-là, et c'est juste un article de Stammer et al. De l'année passée qui a défini 10 facteurs sociaux qui sont très difficiles à modéliser, hein, mais bon, il a essayé de le faire, et qui nous assure qu'une décarbonation profonde est impossible au vu de l'évolution de ces facteurs sociaux. Donc, je ne vais pas commenter ça, mais voilà. Mon message, c'est plutôt de dire que il y a 2 points ici qu'il faut souligner. Les ressources minérales et l'énergie sont clairement indissociables. Hein. C'est des problématiques qui sont clairement très intimement intriquées. Un scénario, ça doit être bâti en utilisant un modèle. Et un modèle qui doit être transparent et disponible pour être critiquable. Il ne faut pas avoir peur de la critique parce que ça permet d'être améliorable. Or, la majorité des scénarios qu'on a à nos dispositions actuellement se composent d'un narratif qui explique plus ou moins comment on va faire et puis de résultats. Ça ne suffit pas. Il faut avoir ce modèle. Alors, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus et qui proposent des modèles, mais qui sont en général soit des think tanks, un exemple ici, Energy Policy Solutions, soit des académiques. Donc, je montre ici quelques exemples. C'est là qu'il faut aller. Il faut avoir des modèles qui soient capables de faire une modélisation inverse, donc de reproduire les évolutions historiques pour se projeter dans l'avenir, travailler finement sur les dynamiques. Il faut des modèles qui soient capables de travailler en local, par région, par pays, mais dans un monde globalisé, avec des flux aux limites, hein, donc de reproduire les échanges, notamment de matières premières et d'énergie, parce que les contraintes par pays sont très différentes. Il n'y a pas de solution unique pour un objectif donné de décarbonation. Et en tous les cas, il n'y a pas de solution uniquement technologique. Ça, c'est très clair. L'évolution, une fois qu'on a fixé l'objectif, ne sera jamais continue. Hein. Ça ne sera jamais une route bordée de pâquerettes, un long fleuve tranquille. Il va y avoir des montagnes et des ravins et des choses comme ça, qui seront des contraintes économiques, des contraintes sociales, environnementales, des problèmes d'import-export qu'on n'avait pas anticipés. On le voit bien actuellement avec une reprise économique un peu vigoureuse post-Covid et le conflit en Ukraine. On voit bien ce que ça signifie. À ce moment-là, quand on aura un problème, qui va prendre la décision ? Quels sont les acteurs qui sont impliqués, qui vont réagir en fonction de leurs intérêts, et quel va être le compromis qu'on va devoir faire, puisque de toute façon, même une transition énergétique a des impacts environnementaux. C'est très important de penser, de réfléchir à cette question en amont. Et puis, je terminerai en disant quand même une note positive. Hein. C'est un sujet de recherche qui est absolument fascinant. Et je pense que les chercheurs ont des choses à dire là-dessus, les chercheurs académiques, parce que les chercheurs sont habitués aux problèmes complexes. Voilà, à mon avis, c'est ce dont on a besoin maintenant pour passer à une version 2 des scénarios, anticiper un futur vraisemblable qui ne soit pas de la science-fiction ou une déclaration d'intention, estimer les besoins, notamment en ressources du sous-sol, s'adapter aux contraintes évolutives et surtout envisager des solutions et être capable de réagir vite si on a des problèmes, mais en comprenant leurs conséquences. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Vidal. C'était, je crois, extrêmement éclairant. Merci. On aura l'occasion de revenir sur certains points relevés pendant votre intervention, pendant la table ronde qui va suivre l'exposé, qui va commencer maintenant, celui de Patrick Duc. Vous êtes directeur de programme au BRGM. Approvisionnement en ressources minérales pour la transition énergétique, enjeux et perspectives. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, effectivement. Donc, je suis en charge d'animer le thème des ressources minérales, l'économie circulaire au BRGM. Et donc, je vais essayer en 20 minutes de faire un panorama sur les enjeux et les perspectives d'approvisionnement en ressources minérales pour la transition énergétique. À savoir que donc, cette présentation, elle a été faite par moi-même et préparée avec Christophe Poinceau et l'équipe d'intelligence minérale du BRGM. Donc voilà, je vais, avant de commencer, quand même remercier Laurent Jam et Sylvie Gentier pour avoir intégré ce thème dans ce colloque. Donc merci à vous. Et puis je vais remercier les panélistes de ce matin parce qu'ils ont pour le coup vraiment totalement
effleurer un certain nombre de sujets que je vais aborder là. Alors, ce sujet, je l'ai abordé en 4 temps. On va faire un rapide survol des questions de demande. On va regarder en quoi l'Europe est dépendante, et donc on va s'intéresser à l'offre. On verra ensuite quelles sont les limites et les opportunités associées à la mine et au recyclage. Et enfin, je terminerai par deux slides sur quelques solutions qu'on pourrait envisager pour répondre à ces enjeux. Je ne vais pas être très long sur ces aspects-là, puisqu'on en a déjà parlé. Limiter l'ampleur du changement climatique, c'est une révolution. On va diminuer les consommations, on va augmenter l'efficacité énergétique, ça ne suffira pas. Il faut donc augmenter les infrastructures, les réseaux, ou augmenter les énergies bas carbone, dont les énergies renouvelables. Dès 2015, un rapport avait été émis par Ancre qui déjà faisait le lien donc, entre l'énergie. Alors il se trouve que c'est Olivier Vidal qui l'avait piloté, donc on retrouve quand même on retrouve un peu le même sujet. Donc les quantités de béton, d'acier, de cuivre et d'aluminium pour fabriquer des infrastructures dont les ENR ont besoin sont globalement supérieures à celles utilisées pour les installations utilisant des combustibles fossiles. Ces travaux de Ancre ont été suivis par un projet qui s'appelait Surfer, qui a été coordonné par le BRGM, par un collègue à moi qui s'appelle Jacques Villeneuve et que je tiens à saluer ce matin, et donc avec Ister et l'ADEME. Donc voilà, donc ce projet Surfer, il avait pour objectif de faire un inventaire des besoins matière, énergie, eau, sol de la transition énergétique. Il a focalisé sur le concept d'intensité matière, la matière par rapport nécessaire dans une installation, par rapport à une capacité installée. Il a aussi abordé, et commencé plutôt à aborder, les questions de besoins directs et indirects. On va dire en gros des approches cycle de vie. Donc je ne vais pas aller dans les détails de tous les résultats, je vais en citer un ou deux. Le rapport permet de mettre en évidence que pour remplacer un réacteur nucléaire de 1 gigawatt, fonctionnel à 75%, il faudrait couvrir la moitié de Paris de panneaux photovoltaïques, il faudrait 1700 éoliennes, donc 50 fois la tour Eiffel. Je peux aussi citer par exemple, et là pour illustrer la question des impacts directs et indirects, il faut à peu près 446 tonnes d'acier pour une éolienne. Par contre, si on commence à regarder les impacts indirects, c'est-à-dire l'acier qui sont dans les engins, dans les infrastructures qui permettent de faire l'éolienne, on se retrouve plutôt à 800 tonnes. Voilà, et puis peut-être un dernier résultat qui est quand même assez important, c'est qu'il y a un angle mort de beaucoup d'études aujourd'hui sur les enjeux matières, qui est celui de la composition des aciers et des alliages. Donc voilà, donc quand on a une intensité matière, et que lorsque l'on croise ça avec les scénarios que Olivier a décrits, eh bien on va avoir un impact sur la demande. Alors l'impact sur la demande, là aussi, il y a plein d'études qui ont été faites. Celle de l'Agence internationale pour l'énergie a souvent été citée. On peut dire que, par exemple, il y a des projections pour le Sustainable Development Scenario de x42 pour le lithium, x20 pour le cobalt et le nickel, et x7 pour les terres rares. Donc, bien évidemment, on sent bien que la demande va augmenter. Alors après, en fonction des scénarios, eh bien on le voit sur le schéma d'à côté, qui sont des travaux de Kay Leuven et de Rometto, qu'en fonction des scénarios, bien évidemment, la demande elle va être plus ou moins importante. Mais peu importe, in fine, le résultat final, c'est que quels que soient les scénarios, on est sur une trajection d'augmentation de la demande. Je reprends une des conclusions des rapports récents de RTE, qui dit que la transition énergétique va et peut générer des tensions sur l'approvisionnement en ressources minérales. On est bien au cœur du sujet. Alors, cette demande en matériaux qui augmente avec nos modes de vie, c'est effectivement la transition énergétique. Les nouvelles technologies sont très gourmandes en ressources minérales. C'est des objets qui sont de plus en plus complexes et des évolutions technologiques permanentes. Une fois de plus, c'est la transition énergétique, sujet de ce colloque, mais pas que. Il y a la transition numérique, il y a la croissance économique, il y a la population. Donc quand on croise tout ça, il y a une augmentation de la demande, non seulement en quantité, mais également en diversité. Ça peut entraîner des conflits d'usage. On montre, et c'est ce qui est montré sur cette table périodique des éléments, qu'il peut y avoir des besoins qui se recoupent, très clairement, entre la transition énergétique et numérique. Il va y avoir des enjeux communs sur certains métaux. Et puis après, on a effectivement les métaux critiques. La liste des métaux critiques qui croise en fait les risques d'approvisionnement avec l'importance économique, c'est une liste qui s'allonge. La première liste de la Commission européenne, 2011, ça doit être 14 métaux. On est maintenant à plus de 30, ou 30 exactement. Donc on a doublé en 20 ans le nombre de métaux de cette liste. Donc là, on a couvert
en partie la question de la demande. Regardons au niveau de l'offre. L'Europe est fortement, et on en a entendu parler déjà, fortement dépendante aux importations en ressources minérales. L'Europe est dépendante à des importations à plus de 50% sur une vingtaine de substances. La Chine est le premier producteur minier et ou métallurgique mondial, je ne vous apprends rien, sur plus d'une trentaine de matières premières minérales, et ça depuis très longtemps, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'on découvre, et ça a été écrit assez souvent. Globalement, ce que l'on constate, et qu'il faut assumer ou peut-être d'ailleurs changer, l'activité extractive de première transformation, elle a été progressivement transférée vers des pays à bas coût de main-d'œuvre et moins regardant sur l'impact environnemental. Quelques chiffres à gauche hein, sur la dépendance européenne. Hein, c'est 70% du lithium européen qui provient du Chili, 99% des terres rares qui viennent de Chine. Lorsqu'on parle des enjeux d'approvisionnement, bien évidemment, tout démarre dans la mine et la première transformation, mais on ne peut plus regarder ces questions-là sans regarder effectivement les chaînes de valeur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elles sont souvent très complexes, difficiles à maîtriser et souvent porteuses de vulnérabilité. Il y a deux exemples ici. Il y a la chaîne de valeur des éoliennes, des moteurs électriques, en gros, qui est portée par la thématique des aimants à terres rares. La Chine a fortement investi dans l'extraction des terres rares. Grâce à ça, elle a pris le pouvoir quelque part sur les chaînes d'approvisionnement. Donc effectivement, la mine et la première transformation, ça peut être une manière extrêmement efficace de maîtriser une chaîne d'approvisionnement. Autre exemple, les batteries de lithium-ion. L'extraction, par définition, elle est dépendante de la présence d'un gisement. Par contre, toutes les étapes suivantes, elles peuvent être impactées par des facteurs comme l'énergie, le coût de la production et ce genre de choses. Donc la fragilité, on peut le voir sur la chaîne du lithium, hein, elle peut naître de la complexité, de la compétition entre acteurs et de positions éventuellement monopolistiques sur la chaîne. Là, la chaîne de valeur du lithium, comme vous pouvez le voir, elle est relativement complexe, de nombreux acteurs. Bon, à titre d'exemple, et pour se poser des questions, le lithium contenu dans une batterie européenne a voyagé plus de 50 000 km. Ça doit nous interroger. Donc on a vu l'offre, on a vu la demande plutôt, pardon, on a vu l'offre, et on voit aujourd'hui qu'on a des difficultés pour aligner les deux, l'offre et la demande. Certes, les réserves jusqu'à maintenant ont été relativement stables, grâce aux découvertes et aux progrès techniques. Pour autant, les gisements sont de moins en moins concentrés, ça on le sait, ils sont de plus en plus profonds, et donc les projets miniers sont également de plus en plus complexes techniquement, mais aussi, on le verra, hein, bien évidemment, avec les questions d'acceptabilité sociale, plus difficiles à faire démarrer. Aujourd'hui, quelques chiffres, hein, il faut 20 à 30 ans pour l'ouverture d'une mine, depuis l'exploration, ça veut dire que des questions qu'on se pose aujourd'hui, si on veut y répondre par la mine, ça sera dans 20 à 30 ans, et qu'il faut à peu près 500 projets d'exploration pour aboutir à une mine. Alors aujourd'hui, il y a quelques projections inquiétantes, hein, l'IEA notamment a publié des choses sur le déficit de production. On regarde la demande. Et puis je vais rajouter un dernier point qui va perturber tout le système, c'est bien évidemment la volatilité des prix, qui peut impacter à la fois les investissements et changer bien évidemment une ressource en réserve ou inversement. Alors est-ce qu'on a des problèmes d'accès aux ressources? Est-ce qu'il manque de métaux dans le sous-sol? Ben non, aujourd'hui le sous-sol renferme encore des ressources. Et il existe des projets miniers pratiquement sur tous les continents. Alors j'ai fait un petit focus, un focus sur l'Europe, et je ne le commenterai pas plus, parce que je crois qu'il parle de lui-même. Hein. L'Europe est assez active sur ces sujets-là, sauf 2 pays, et j'en dirai pas plus. J'imagine que ça pourra faire l'objet de certains débats. Quid de la France? On en a parlé, hein. Christophe Poinceau hier vous a montré un certain nombre de choses. On en a aussi parlé ce matin. La France, ça reste un pays avec un potentiel minier important. Sauf que l'inventaire minier français est obsolète, années 70-80, et restreint dans la profondeur d'études. Pour certains gisements qui sont déjà connus, on sait qu'on a probablement certaines potentialités, on va dire, de rang mondial. Alors je ne citerai par exemple que le tungstène. Et puis il y a aussi autre chose, il y a tous ces nouveaux métaux et tous les travaux, et on abordera pendant la table ronde suivante, sur ce qu'on appelle la cartographie prédictive, qui permet d'évaluer quels sont les éventuels potentiels sur le continent européen. Et donc Guillaume Bertrand vous en dira, puisque c'est lui le spécialiste, vous en dira plus tard, mais voilà, globalement ce qui ressort, c'est que le sous-sol français et européen a de nombreuses potentialités. La mine, c'est une activité, alors ce matin j'ai entendu dire qu'il fallait effectivement assumer un certain nombre de choses en termes d'impact.
la mine est une industrie porteuse de risques et d'impacts qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir réduire, comme toute activité industrielle. J'ai cité ici un certain nombre d'impacts, la consommation d'énergie, la biodiversité, l'eau, la qualité, la quantité, les déchets, les effluents. C'est des impacts que vous allez retrouver sur pratiquement toutes les activités industrielles. En quelques chiffres, malgré tout, donc c'est quand même un gros contributeur de la consommation d'énergie, 10%. 70% des opérations minières aujourd'hui se trouvent dans des zones en stress hydrique. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Et puis, bien évidemment, la gestion des déchets miniers, et notamment des effluents miniers, ceux qui sont particuliers, ce qu'on appelle les drainages miniers, posent de réelles questions et de réels enjeux de gestion de l'environnement. Conséquence de ces impacts ou de cette perception des impacts, une montée des oppositions aux projets miniers. Des oppositions locales, on en a parlé, le fameux syndrome NIMBY, Not in my backyard, ce qui est assez marrant, enfin c'est pas marrant, mais en tout cas notable, c'est qu'on retrouve sur les éoliennes, c'est-à-dire en fin de chaîne, le même phénomène qu'on retrouve sur les mines, c'est-à-dire en début de chaîne. Peut-être que Not in my backyard est un tout petit peu moins sur le milieu de la chaîne. Je n'ai pas d'explication à ça, c'est juste un constat. Puis on a des oppositions plus globales qu'on a abordées ce matin qui questionnent plus sur des valeurs. La mine, pourquoi ? On questionne le besoin quelque part. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien évidemment. Je crois que ça sera abordé, c'était abordé ce matin, et je pense qu'on en parlera, mais on est obligé de l'intégrer, nous, dans nos réflexions. Les questions de croissance contre la décroissance, les questions de soutenabilité, forte ou faible, la question de finitude des ressources, la question du low-tech par rapport au high-tech. Globalement, est-ce que j'ai besoin de la transition énergétique ? Est-ce que j'ai besoin d'un barbecue connecté? Je mets deux extrêmes un tout petit peu, je vous laisserai faire un choix entre les deux. Mais voilà, c'est des questions comme ça qui nous sont posées. Le recyclage. On a vu la mine, ses limites et ses opportunités. Le recyclage. Alors le recyclage sera également apporté par Stéphane Bourg du CEA juste après, donc je vais être assez rapide. Le recyclage des métaux dans les produits en fin de vie, ça présente un réel potentiel de développement. On sait qu'on a de la marge et on doit pouvoir mieux recycler. On sait aussi que parmi tous les déchets, pas seulement ceux en fin de vie, les déchets miniers, les chutes de production, il y a un certain nombre de gisements qui sont très très mal connus. Alors malgré ça, il y a de grosses limites au recyclage, c'est les pertes le long de la chaîne, hein, la dispersion, l'entropie, la durée de vie, mais je ne vais pas aller plus loin parce que ça va être abordé en détail par Stéphane juste après. Globalement, avant d'en arriver aux conclusions, le constat, une demande croissante et diversifiée, une forte dépendance européenne aux importations en métaux, des activités minières qui sont porteuses d'impact et des limites au recyclage, et des chaînes de valeur qui sont vulnérables, avec des risques d'approvisionnement grandissants. Quelles sont les conséquences pour nous, Européens ? Il y en a deux. Il y a quelques années, la plupart le moteur principal, c'était les conséquences éthiques. On était clairement, et on défendait l'idée de traiter ces sujets-là autour de la question des transferts d'impact environnementaux et sociétaux de nos modes de vie ailleurs. Ça a été un moteur fort. Aujourd'hui, on est plutôt sur un autre aspect, c'est l'aspect purement économique, et ça, c'est les conséquences du Covid, c'est les conséquences de la guerre en Ukraine. C'est que la question des approvisionnements, maintenant, soulève des questions fondamentales de transfert de souveraineté et d'opportunités industrielles. Donc voilà, donc en fait, en fonction de vos sensibilités, vous trouverez dans ces enjeux-là les deux aspects qui sont la question éthique, environnementale et sociale, et la question économique. Je vais en terminer avec deux slides un petit peu de solutions multiples qui doivent s'inscrire dans le temps, qui embarquent de l'expertise, de la recherche et développement, bien évidemment, et de l'innovation. Alors, je vais commencer par quelque chose qui va sans dire, mais qu'il faut dire. J'ai fait quelques présentations comme ça, j'ai oublié de le dire, et je vais le dire ici. Donc, c'est la sobriété, bien sûr, mais aussi, donc, mettre en place, partager une veille prospective permanente et mutualisée face à ces risques. Et ça, c'est la création de l'Observatoire sur les ressources minérales, qu'on appelle OFREMI, et qui est un des résultats du rapport Varin qui a été cité ce matin. Il y a bien évidemment la pensée cycle de vie, l'éco-conception pour optimiser les flux de matière dès la conception des produits. Il y a le recyclage des produits en fin de vie, je l'ai déjà abordé. Il y a un approvisionnement responsable qui va être basé soit sur une mine responsable, enfin pas soit d'ailleurs, sur une mine responsable, qui va intégrer les différents et qui va embarquer l'environnement, les aspects sociaux et la gouvernance. Il y a la bonne connaissance des gisements primaires et secondaires qui sont extrêmement importants. Il faut développer des procédés qui sont performants et éco-responsables. Et il faut être en capacité également de tracer les chaînes de valeur.
Dernier aspect dans les solutions, alors je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, il y en a sans doute d'autres, qui ressort également du rapport Varin, il y a la diplomatie des ressources minérales et la question que l'on ne pourra pas éviter de la relocalisation de certaines activités, même extractives, sur les territoires européens. Et j'en termine avec la position du BRGM dans tout ça, les actions et la stratégie du BRGM en très rapide. 3 axes, on va dire, de développement et de recherche pour le BRGM, une approche observation du cycle des métaux dans son approche globale, c'est-à-dire l'intelligence minérale et l'analyse du cycle de vie. Et c'est ce qui a donné quelque part la naissance à l'initiative Aufremi. Et ensuite, deux axes de recherche qui sont dans l'action. L'une, la découverte de nouveaux gisements et toutes les méthodes qui vont permettre de découvrir de nouveaux gisements. Et une autre qui consiste à traiter les matières et donc toute la conception de nouveaux procédés. Ces sujets-là, qui sont aussi des projets de recherche, on va pouvoir les développer avec nos partenaires académiques, avec le CNRS, avec les universités, avec le CEA, avec les FPEN. J'espère que j'en oublie pas. Dans le cadre de 2 PEPR, en l'occurrence, voire même 3. Donc le PEPR sous-sol, dont vous avez sans doute entendu parler. Et donc je pense que ça va être vraiment un moment dans lequel on va pouvoir se saisir de tous ces sujets-là. Et celui sur le recyclage, qui embarque aussi une partie des enjeux. Et puis je terminerai donc très très rapidement, parce que je dois être en limite de temps, sur l'Aufremi, vous dire 2 mots sur donc cet observatoire français des ressources minérales sur les filières industrielles. Ses objectifs, c'est d'assurer une veille économique collaborative, effectivement. Ce projet porte également avec nous l'ADEME, le CEA, le CNAM, l'IFPEN et l'IFRI. Et ce n'est pas un club fermé, je pense qu'on va chercher à l'ouvrir au maximum, pour faire des études prospectives et dynamiques sur les questions d'approvisionnement. L'idée, c'est bien évidemment de mutualiser des données. L'idée, c'est de rapprocher l'analyse de l'offre en métaux, la mine et le recyclage, avec toutes les évolutions de la demande. L'idée, c'est d'assurer un suivi des filières d'approvisionnement de la mine à l'objet et de quantifier les risques pour pouvoir mettre en place des tests de résilience. Un autre objectif, ce sera de fournir des données fiables pour orienter les politiques publiques et industrielles, soit des questions stratégiques, soit des questions associées à des projets industriels qui ont besoin de savoir un tout petit peu les marchés, les concurrents, la compétition auxquelles ils vont devoir faire face. La diplomatie minière, on l'a déjà cité. Et bien évidemment, on espère que cet observatoire, en lien avec notamment le PEPR sous-sol, pourra développer à la fois des compétences et des besoins de R&D. Et puis peut-être le dernier point, c'est que l'existence même de ce type d'observatoire, il y a au moins 2 pays, alors européens ou ex-européens, je ne sais pas comment on le dit, mais enfin ça reste européen pour moi, les Allemands et les Anglais qui ont le DERA pour les Allemands et le UK Critical Minerals Intelligence Center pour les Anglais, qui ont cette structure. Donc on est extrêmement content de démarrer cette aventure-là. Et je vais en terminer ici et vous remercier pour votre attention. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Duc. Merci 1000 fois pour votre intervention. On va enchaîner tout de suite et continuer à développer et traiter de ces sujets avec la table ronde qui s'ensuit, qui s'inscrit dans ces présentations. Je demande à Christian Polac, Guillaume Bertrand, Stéphane Bourg et Emmanuel H de nous rejoindre sur scène. Et on va parler, là encore, d'approvisionnement responsable. Bonjour, messieurs. Installez-vous, vous avez chacun un micro. Christian Polac. Ils ont commencé la table ronde avant d'arriver, vous avez vu ? Il y en a des choses à dire. Hein. Merci beaucoup d'être là. Ça fait vraiment, c'est très, très précieux pour nous que vous ayez accepté de participer à cet événement. Christian Polac, vous êtes Senior Advisor à Orano. Guillaume Bertrand, responsable de l'unité Géologie et Économie des ressources minérales au BRGM. Emmanuel H, vous êtes économiste prospectiviste au département Économie et Évaluation environnementale à la Direction Économie et Veille de l'IFPEN. Et Stéphane Bourg, chef de projet au CEA. Je n'ai pas dit de bêtises dans la présentation. J'ai fait vite, mais pour vous laisser le temps ensuite de revenir sur un certain nombre d'aspects importants. On va commencer un premier tour de table autour de vos métiers, autour des préoccupations qui sont les vôtres en lien avec l'approvisionnement en matières premières. 3 temps, finalement, cette table ronde. Après la présentation, on va parler des enjeux de responsabilité et de sobriété qui ont été évoqués dès l'intervention de M. Vidal. J'allais dire, dans un deuxième temps, on va parler de souveraineté et d'indépendance, qui là aussi affleurait dans chacune des 2 interventions. On terminera sur la question des échelles de temps, de lieu, d'action qu'il faut prendre en compte pour avancer sur ces sujets. Et là encore,
on aura un temps d'échange avec la salle, même s'il est bref, il faudra l'avoir. N'hésitez pas à partager vos questions, remarques et commentaires. On commence du coup un petit tour d'horizon auprès de chacun d'entre vous. Je vais vous demander de me raconter un petit peu ce que vous faites chacun et puis de réagir à ce que vous venez d'entendre. Après tout, ça sert à ça un colloque, hein, d'avoir tout de suite le feedback des personnes qui suivent après les présentations. Christian Pollack, Orano, on rebriefe rapidement ce que fait cette société et quel est son cœur de métier. Oui, d'abord, merci de cette invitation, que la voix du nucléaire puisse porter aussi sur les matières premières et les ressources du sous-sol. Merci de m'avoir invité, et donc bonjour à tous. Donc le nucléaire, on part des mines et on va jusqu'au recyclage. Et le recyclage, c'est quelque chose que l'on doit faire. C'est une obligation qu'on se donne de recycler. Donc on a pensé l'industrie de l'uranium avec le recyclage dès le départ. Donc, mon travail, moi, je suis sur la partie minière, Oranomine, donc de trouver de nouvelles ressources minières et diversifier les ressources minières d'uranium pour la France. Voilà, avec quelques petites slides qui permettent de donner la mesure de... Alors, donc ici, c'est pour vous donner sur l'implication de la France depuis la fin de la guerre dans l'exploration mondiale. On a commencé par la France. On a exploité à peu près 250 mines en France d'uranium. Sur ce socle, on a basé notre indépendance énergétique et à partir de là, on s'est transporté pour essayer de trouver des ressources uranium dans le monde. Alors, vous voyez tous ces points bleus, c'est toutes ces expéditions, tous ces travaux qui ont été faits en collaboration avec d'autres partenaires ou par nous-mêmes. Et puis, en rouge, les activités actuelles. Donc, nous avons des mines au Canada, nous avons des mines au Kazakhstan, nous avons des mines au Niger, et puis des projets de développement très, très avancés en Mongolie, en Ouzbékistan ou en Namibie. Donc on se projette toujours sur l'avenir, l'industrie minière doit durer, donc on a une vision de très long terme. Une centrale nucléaire doit durer 80 ans, donc on sait que c'est très cher. Donc pour assurer le fonctionnement de cette centrale nucléaire, ce réacteur pendant 80 ans, doit assurer l'approvisionnement en uranium sur 80 ans. Et vous dites business model résilient. Absolument, parce que nous avons confiance et les mots de transition énergétique nous font extrêmement plaisir parce qu'on doit se dire en France que la transition énergétique électrique est déjà réalisée. 96% de notre électricité est décarbonée, ce qui nous permet d'avoir accès à une énergie propre et peu chère, dans ce sens où l'uranium, le produit uranium, rentre que quelques pourcents dans le prix du mégawatt. Donc on a une vision d'avenir très forte en se disant que si on montait jusqu'à 1000 mégawatts, enfin 1000 gigawatts sur la planète, construire encore 1000, on a 1000 réacteurs en gros, eh bien on pourra assurer en 2050 les objectifs du GIEC. Aujourd'hui, on a 480 réacteurs qui fonctionnent dans le monde. Merci pour cette présentation. Je vais revenir avec vous dans quelques secondes sur la sobriété. Je vais finalement faire ce premier tour de table et je continue avec Guillaume Bertrand. Vous travaillez sur une base de données, en tout cas la nécessité de d'avoir des données sur les ressources minérales qui soient plus complètes. Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, là, on l'a vu avec les présentations d'Olivier et de Patrick, qu'on est face à un enjeu qui est vraiment majeur. Si on imagine de retrouver une souveraineté, de relocaliser en fait une activité extractive minière en Europe et en France, on doit d'abord passer par une étape qui est indispensable, qui est l'exploration. En fait, l'exploration, c'est une activité qui crée beaucoup de données, mais qui a besoin aussi de beaucoup de données. En fait, donc d'une certaine manière, on a la chance que l'Europe, alors c'est une chance et une malchance, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, mais l'Europe est un vieux continent minier. Donc en fait, on dispose d'une quantité assez considérable d'informations. Et le défi, la géologie ne connaît pas les frontières en fait. Donc le défi, là, ici, c'est que aucun pays, par ses ressources, ne pourra extraire les substances dont on a besoin pour la transition énergétique. Donc en fait, c'est à l'échelle de l'Europe en fait, que ce sujet peut se traiter. On a la chance d'avoir une somme assez considérable de données, mais c'est aussi un défi, parce que ça nécessite... Alors,
je vais prendre un exemple qui va vous parler. Suivant qu'on habite à Paris ou suivant qu'on habite à Bordeaux ou dans une autre ville ou une autre région de France, on ne sera pas d'accord sur le fait de dire, par exemple, pain au chocolat ou chocolatine. Eh ben, il faut imaginer que lorsqu'on parle de ressources minérales, on manipule des concepts scientifiques qui sont complexes par un grand nombre de spécialistes. Lorsqu'on parle de gisements, lorsqu'on parle de typologie des gisements, ce sont des objets géologiques complexes. Il faut qu'on se mette d'accord à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de nos partenaires européens. J'étais à Bruxelles hier pour parler de ce sujet-là, j'y retourne tout à l'heure. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué sur laquelle on travaille. Avoir une sémantique commune, partagée. D'avoir effectivement une vision commune des concepts, de la manière de les décrire et un vocabulaire commun. Et ça, c'est un vrai défi. Entre scientifiques seulement ou entre scientifiques Alors, entre scientifiques, tout à fait, mais aussi pour porter un message à l'échelle de l'Europe aux différentes parties prenantes du sujet. Pour l'instant, sur l'idée d'une cartographie prédictive qui permettrait de savoir ce qu'on a dans les sous-sols en termes de ressources minérales à l'échelle européenne, on en est où? Est-ce que la carte, si on devait donner un pourcentage, forcément je pose une question un peu caricaturale, c'est fait exprès, si on devait donner un pourcentage de réalisation de cette carte globale à l'échelle européenne, elle serait à quoi? 45, 50, 70%? Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Ce qu'on est capable de faire au jour d'aujourd'hui, c'est justement grâce à ce travail qu'on mène depuis des années, justement, d'harmoniser nos données et de parler un langage commun à l'échelle de l'Europe. Ce qu'on est capable de faire, c'est d'identifier les zones les plus prospectives en Europe. C'est un message qui est fort auprès des différentes parties prenantes, et notamment la carte. Voilà la carte que vous affichez à l'écran. C'est une carte qui représente les gisements de substances critiques en Europe. Et ça, en fait, c'est un support qui a contribué à faire prendre conscience aux décideurs au niveau de l'Europe que malgré le fait que l'Europe produit peu de ces ressources minérales, il existe un potentiel dans notre sous-sol. Alors ce potentiel, il faut pouvoir l'explorer, le cartographier, effectivement, savoir ce qu'il y a dans ce sous-sol. Il faut toutefois avoir à l'esprit très tôt qu'il ne suffira pas peut-être d'exploiter, mais aussi de recycler, de retrouver un usage à des matières qui auraient été utilisées une première fois. Stéphane Bourg, c'est un de vos sujets, ça. Hein. L'économie circulaire des énergies bas carbone. Vous y travaillez dans cet Institut des sciences et de technologies que je citais tout à l'heure. Vous travaillez sur quoi plus exactement ? Plus globalement, comme vous l'avez dit, moi je travaille au sein de l'Institut des sciences et technologies pour une économie circulaire des énergies bas carbone. Donc c'est un centre de recherche du CEA qui a été créé initialement avec des évolutions, mais il y a plus de 50 ans, en soutien avec la stratégie que Christian a présentée au début, c'est-à-dire en soutien au cycle nucléaire. Et nous avons défini finalement le cycle nucléaire français dans une approche d'économie circulaire globale. L'économie circulaire, dans sa définition de l'ADEME, ce n'est pas que le recyclage. C'est vraiment une approche globale. Qu'est-ce que l'adjectif global rajoute? C'est la notion. C'est une notion, c'est de l'économie. C'est l'économie qui est circulaire. Donc c'est une approche qui replace une activité industrielle dans un contexte économique au sein d'un territoire en faisant en sorte que l'ensemble des activités soient harmonisées et cohérentes en prenant en compte les aspects de durabilité. Donc l'ADEME présente 7 piliers pour cette économie circulaire: l'approvisionnement durable, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, le recyclage et la gestion des déchets, et 2 axes qui reposent sur le consommateur, et on l'a déjà évoqué dans la matinée, une consommation responsable et un allongement de la durée d'usage. Que souvent on confond avec la durée de vie, mais la durée d'usage c'est différent. Un téléphone, la distinction ? La distinction, c'est qu'un téléphone portable ou une centrale nucléaire, elle est conçue pour fonctionner. Un téléphone peut-être une dizaine d'années, une centrale peut-être 80 ans. Maintenant, la durée d'usage, ça sera le choix que le consommateur ou le politique fera d'utiliser cet objet. Et aujourd'hui, un téléphone portable, la durée d'usage, elle est plutôt de 2 ans, alors qu'il a été conçu pour fonctionner beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est un choix du consommateur. Je ne sais pas combien de téléphones vous avez dans vos tiroirs. Je ne vous pose pas la question. Je préfère pas répondre. Mais voilà, tout ça contribue à cette approche d'économie circulaire. Donc c'est ces démarches-là que nous mettons en place avec nos partenaires industriels ou de la recherche pour développer des procédés, en faisant en sorte que ces procédés, même quand ils sont du recyclage, font qu'on ne produit pas des matières premières, mais on extrait des ressources pour fabriquer quelque chose. Et le CEA a toujours été placé là-dedans.
Quand on va chercher de l'uranium, c'est pour faire du combustible. Quand on va sortir le plutonium avec le centre de La Hague, c'est pour fabriquer du combustible. Ce n'est pas pour stocker sur l'étagère ou pour revendre sur un marché mondial des matières premières. C'est vraiment pour leur fonctionnalité, cette économie de la fonctionnalité. Donc voilà, c'est cette approche globale que l'on met en place pour approvisionner des filières industrielles. Merci beaucoup. On termine ce tour de table, si vous en êtes d'accord, avec Emmanuel H. Puis je reviendrai vers vous tout à l'heure, Stéphane Bourg, bien sûr. Emmanuel H., vous êtes à l'IFPEN, je le rappelais. Sur quoi vous travaillez finalement sur ces sujets de matières premières? Bonjour à toutes et à tous. Alors, à IFPEN, on a lancé un projet en 2017 qui s'appelait le projet Generate, qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche. Et vous parliez d'approche globale. On a également une approche globale sur la question des matériaux de la transition énergétique. Pourquoi? Parce qu'on a repris la notion qui est couramment appelée la criticité ou la criticality en anglais. Et on a été étudié pour les différentes technologies bas carbone qui sont en train d'être déployées, à la fois un angle géologique, c'est-à-dire est-ce qu'on va en avoir assez dans des scénarios climatiques contraints, l'angle économique, est-ce qu'il y a une forme de concurrence, notamment dans les industries extractives ou les industries qui commencent à vendre les produits métallifères, est-ce qu'il y a une problématique géopolitique qui est attachée soit à la production, soit à l'extraction, soit on va dire au déploiement de ces technologies, et puis une approche environnementale où on va étudier un tout petit peu notamment les besoins en eau ou les émissions associées polluants, etc., etc. On a regardé également la forme des marchés, c'est-à-dire est-ce que les marchés qui commercialisent sont transparents, et puis on s'est intéressé aussi à tout l'axe souveraineté économique, notamment dépendance. Et donc, ce que l'on a fait, c'est que nous avons modélisé. On a essayé de faire des estimations de demande, et ça me permet de répondre à un petit commentaire là, que j'ai entendu sur les deux présentations précédentes. Il n'y a pas assez d'évaluation matériaux, notamment de la transition énergétique en France ou dans le monde. Jusqu'à très récemment, il n'y avait que très peu de personnes qui s'intéressaient à cette question, et notamment le rapport de l'AIE, qui est si souvent cité, il date de l'année dernière ou de la fin de l'année d'avant. Donc c'est très très récent, et les travaux d'RTE sont également très très récents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument muscler les équipes de modélisation, tout simplement parce que lorsqu'on modélise, lorsqu'on fait de l'estimation de demande, ça évite de rester dans, j'allais dire, la non-transparence, c'est-à-dire oui, on va avoir besoin de plus de matériaux, mais je pense que vous êtes tous convaincus dans cette salle que lorsque vous mettez en place des technologies qui consomment plus de matériaux que les technologies thermiques traditionnelles, notamment dans le secteur de l'électricité, eh bien, on va multiplier la demande en matériaux. Le problème, lorsqu'on a dit ça, on n'a strictement rien dit. Donc la demande en évaluation, elle est très importante. Mais est-ce qu'on peut espérer d'un affinement de cette évaluation-là, et la question s'adresse aussi à M. Bourg, un espoir d'avoir un peu plus d'optimisme sur les ressources dont on peut disposer finalement? Mais je pense que ce n'est pas une question d'optimisme, c'est une question de pragmatisme et d'avoir notamment des équipes de chercheurs qui travaillent ensemble et qui peuvent notamment critiquer les différentes modélisations, parce qu'il n'y a aucune modélisation commune à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que notamment l'OFREMI, c'est un lieu où justement on va pouvoir confronter les analyses, on va pouvoir discuter des différents résultats que l'on pourrait avoir. Est-ce que ça peut remettre en cause la criticité de certains approvisionnements, de certaines ressources? Je ne suis pas diseur de bonne aventure, donc je ne peux pas vous dire en gros si les résultats que nous avons sortis les années précédentes vont être contredits. Mais par contre, ils vont être affinés. Oui, Monsieur Bourg et peut-être Monsieur Bertrand aussi d'ailleurs sur cette question-là. Et puis j'aimerais vous entendre en réaction à tout ce qui a pu être dit juste avant sur le fait qu'il faut peut-être envisager de réduire aussi la demande. Réduire la demande, en tout cas, Emmanuel vient de le dire, ça va être un objectif de l'OFREMI, c'est d'aligner l'offre et la demande. On n'a pas vocation à produire de la matière première pour produire de la matière première, et il nous faut des matières premières pour répondre à une demande. La demande, elle va venir, il y a plusieurs axes qui poussent la demande. Il y a le techno-push, on a parlé de high-tech, on a parlé potentiellement de low-tech, donc il y a un techno-push, mais il y a aussi un choix sociétal qui a un peu été abordé ce matin à la première table ronde. Quand on va croiser finalement les technologies à notre disposition avec des choix sociétaux, politiques,
on parle de la mobilité. Quelle mobilité pour le futur? Est-ce que c'est tout le monde qui a un véhicule de 100 kWh qui peut faire 800 km? Est-ce que c'est de la voiture partagée en milieu urbain? Est-ce que c'est plus de transport en commun? Quand on va croiser finalement l'intensité matière des technologies avec un choix de société, avec un scénario de société, à ce moment-là, on va arriver à un besoin en matière première et une demande en matière première qu'on va aligner par rapport à une offre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le contraire qui se de fait production. au sens Aujourd'hui, on est entre les deux, sachant que de toute façon, la demande, quand elle est trop forte, elle n'est pas satisfaite, et donc on va vers d'autres solutions technologiques ou d'autres solutions de société. Sachant que une partie du delta de cette demande, il peut être aujourd'hui fourni par le recyclage, mais ça a déjà été mentionné, à un degré qui, selon les matières premières mises en jeu dans nos technologies, est plus ou moins grand. Et plus on va vers des technologies en rupture, ce qu'on est en train de faire avec certaines batteries, avec certaines technologies, donc plus on va vers ces technologies en rupture, moins le recyclage sera susceptible de fournir la demande, puisque ces matériaux-là n'ont pas été utilisés dans le passé. Ou quand ils ont été utilisés, c'est pour des applications qui les rendent très difficilement recyclables. Le cobalt a beaucoup été utilisé comme un pigment en peinture. Je regarde certains dans la salle, on ne va pas aller gratter les toits de tout Santorin pour récupérer le cobalt. Donc il y a des usages dissipatifs de la matière qui rendent difficile son recyclage futur. Donc dans l'avenir, le recyclage va contribuer à notre approvisionnement. Il faut le réfléchir aussi par rapport à comment les matières ont été utilisées avant, comment on va les utiliser après, et comment anticiper des passerelles entre les différentes technologies. Aujourd'hui, quelles sont les anciennes technologies qui peuvent nous alimenter en certaines matières premières pour des nouvelles technologies, et comment on peut trouver ces passerelles, même aujourd'hui, entre différentes technologies, pour que ce que moi, je n'utilise pas dans mon industrie d'extraction ou dans mes besoins puisse servir à une autre filière. Donc la notion de filière au pluriel dans cette analyse du besoin, de la demande et de cet ensemble de choix, il doit être crucial. Et on retombe à ce que disait Emmanuel. Voilà. Il faut une approche globale, les compétitions d'usage, quelle est la meilleure orientation du produit de telle mine vers telle technologie. Qui pour les arbitrer aujourd'hui, ces compétitions d'usage? Qui pour faire le départ? Alors, on va revenir à un point de ce matin. Il y a soit la main invisible, le marché s'adapte. Adam Smith nous l'a dit il y a déjà plusieurs siècles. Mais la puissance publique, avec des choix stratégiques, va avoir un rôle à jouer parce que, on y reviendra peut-être dans la fin de la table ronde si on peut, contrairement à ce matin, suivre ce qui a été prévu. Il va y avoir des contraintes législatives, légales, qui vont favoriser plus ou moins certains choix industriels. Je reviens vers vous, Christian Pollack. Quelle similitude on peut finalement établir entre la filière uranium et la filière du renouvelable? Quand vous écoutez ces débats sur l'approvisionnement responsable, comment vous regardez ça, vous? Dans le cadre de l'industrie nucléaire, c'est une industrie du très long terme. Et depuis, on a commencé en France dans les fin des années 50, des années 60, on a commencé avec les gisements français, comme je l'ai dit. Et les gisements français, à l'époque, ne pouvaient couvrir que la consommation française d'aujourd'hui, qu'à peine 10 ans. Et pourtant, on est parti dans cette aventure, et on est parti avec la notion du recyclage. On a un cas particulier qui est unique dans tous les métaux de la table périodique, c'est que l'uranium, on n'utilise que 0,7%. Alors que ce qu'on fait des 99,3 autres %, on les stocke pour le moment parce que c'est une énergie future. Donc on va pouvoir multiplier par 160 dans le futur l'énergie nucléaire avec d'autres types de réacteurs. Donc d'entrée, on a pensé stocker la matière et on a pensé recycler cette matière. Donc juste un petit bémol ce matin, Monsieur Schwarz disait qu'on envoyait des déchets en Russie, non pas en Russie, en Sibérie, parce que le mot est plus fort. C'est pas vrai. Nous stockons en France tous nos déchets nucléaires et toute la matière valorisable. On la stocke aussi. On a pratiquement pour 300 000 tonnes d'uranium appauvri dans le cœur du Limousin et qui servira pour l'avenir. On va multiplier l'électricité française et européenne pour une indépendance complète pendant une centaine d'années. Alors par rapport à l'énergie renouvelable, il faut penser de cette manière, il faut penser le long terme, donc penser les gisements,
où sont les gisements d'aujourd'hui, où sont les gisements du futur, avec un prix. On dit toujours dans l'industrie minière, price gave you supply. Il faut un prix si vous voulez à la matière. Et on ira la chercher. L'industrie minière va la chercher. Alors effectivement, on a vu les courbes de M. Vidal ce matin. On s'attend à ce que on a des gisements de plus en plus pauvres. On s'attend à ce que les coûts d'exploitation augmentent. C'est un prix, il faudra le payer, il faudra l'assumer. Donc l'apport de l'industrie nucléaire, c'est cette vision de très long terme pour les renouvelables, de savoir que il faut aussi recycler les aimants des terres rares. Il va falloir recycler les batteries lithium-ion. Il faut aussi recycler ce qu'il y a autour, à savoir les grandes pales des éoliennes. Est-ce qu'elles se recyclent? Aujourd'hui, est-ce que vous avez revu une pale d'éolienne qui fonctionne avec une ancienne pale d'éolienne? Moi, non. Donc il faut penser d'entrer dans l'éco-conception. Peut-être que c'est un mot que j'appliquerais dans l'industrie nucléaire. On n'y pensait pas du tout dans les années 60, mais c'était une éco-conception de se dire qu'on va réutiliser, on va essayer de stocker, on va optimiser l'utilisation de la matière. Sur l'exploitation des mines, j'y reviens parce que je ne l'ai pas abordé tout à l'heure. Il y a peut-être, et c'est une slide, je crois, qui a été diffusée tout à l'heure, il y a une peur en France, je ne sais pas le dire autrement, de la mine en tant qu'objet, j'allais dire, qui réfère plus à un imaginaire, d'après ce que j'ai pu comprendre de ce que vous me disiez, qu'à des réalités. Comment est-ce qu'on peut emmener un certain nombre de décideurs et même une partie du public sur ces sujets s'il y a encore ces méconceptions? C'est une question pour moi? Oui. Oui. C'est pour ça que je vous regarde, en fait, du coup. Oui, effectivement. On a en France, et pas qu'en France, de plus en plus en Europe, malheureusement, une vision de la mine qui est assez passéiste, qui véhicule des images à la Zola, en fait. Et en fait, je pense que il faut pas se moquer de ce point-là. Il faut vraiment entendre les inquiétudes des opposants à la mine. Il faut vraiment avoir un dialogue qui soit constructif. C'est la mission d'un service géologique national, comme c'est le cas du BRGM ou comme ça peut être le cas de nos homologues en Europe, c'est de mettre à disposition, pour éclairer le débat, de la donnée qui soit factuelle et impartiale, en fait. Oui, on est capable aujourd'hui de faire des mines. Alors, il faut se méfier beaucoup du vocabulaire. Il faut se méfier beaucoup quand on parle de mines propres ou quand on parle de véhicules propres. C'est des choses qui me font toujours un petit peu réagir parce que je suis d'avis que ça a tendance à fausser le débat, en fait. Mais effectivement, il faut expliquer, il faut définir ce que c'est que la mine responsable. C'est un sujet sur lequel nous travaillons actuellement au BRGM. Tout à l'heure, M. De Fontenelle disait qu'il ne voyait pas trop ce que c'était qu'une mine responsable. C'est quoi une mine responsable? Alors, je ne peux pas encore vous répondre parce que c'est un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler. Mais c'est certainement un point fondamental sur lequel il faut qu'on avance et avec toutes les parties prenantes, il faut qu'effectivement on discute avec les associations, avec les opérateurs miniers, avec toutes les parties prenantes de ce sujet-là pour définir ce que sont les bonnes pratiques et ce que c'est qu'une mine responsable. Alors en attendant que les perceptions sur la mine et que de nouveaux gisements apparaissent à l'échelle européenne, il faut temporiser, il faut trouver d'autres manières de faire, il faut peut-être aussi s'interroger sur la façon dont on utilise les matériaux, Emmanuel H. Est-ce qu'on arrive à poser cette question aujourd'hui en 2022 en France? Est-ce qu'on arrive à réserver l'idée, par exemple, qu'on doive, je ne sais pas, réserver certains matériaux à certaines technos? Alors, juste avant, je voudrais juste faire un tout petit point, une petite réaction parce que quelque part, vous abordez soit la question de la sobriété, soit la question des usages. Et je vais le relier notamment à la modélisation. Pourquoi? Parce que Olivier Vidal nous a fait une présentation qui était très intéressante, dans laquelle, en fait, il insiste sur le fait qu'il faut mettre du comportemental dans les modèles de prospective, et notamment pour faire de l'évaluation matériaux. Et moi, j'ai presque envie de dire, il faut aussi qu'on change, notamment le modèle que nous utilisons, c'est un modèle qui minimise les coûts économiques, mais qui ne minimise pas du tout l'empreinte matériaux des scénarios de la transition énergétique. Donc vous voyez, l'outil qui est utilisé pour évaluer la demande en matériaux et lui-même n'est pas guidé par cette volonté de réduire les matériaux. Alors vous pourriez changer la fonction du modèle en lui disant, voilà, moi ce que je veux, c'est pas que tu minimises les coûts économiques du système, c'est-à-dire le paradigme économique qui est celui sur lequel est basée la transition énergétique,
mais sur l'objectif de réduire la demande en matériaux de la transition énergétique. Et à ce moment-là, vous auriez peut-être des technologies qui sont différentes. Vous n'auriez peut-être pas le même déploiement du véhicule électrique ou des technologies bas carbone, parce que tout simplement, votre modèle vous dirait plutôt de commencer par d'autres technologies ou induirait beaucoup plus de sobriété. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut penser à l'outil, et après, effectivement, il faut penser aux politiques. Alors, effectivement, il y a énormément de choses que l'on peut faire en termes de sobriété. On peut commencer, bien évidemment, par faire ce que l'on fait maintenant, c'est-à-dire améliorer l'efficacité des technologies. Et ça, c'est, comme l'a dit Olivier, 1% par an. Là où on n'est pas trop d'accord avec Olivier, c'est que 1% par an, moi, je trouve que dans une société de haute technologie, c'est finalement très peu. Et de se dire qu'en 40 ans, on a réduit de 40% la consommation, par exemple, énergétique d'un procédé, c'est très peu au final. Dans une société de haute technologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir autre chose que de la technologie, ou passer à, notamment ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire de la basse technologie, du low-tech. Et donc ça fait partie des solutions. Effectivement. Après, réserver les usages, oui, je pense que la société actuellement, elle doit s'interroger sur certaines technologies que l'on veut déployer de manière massive. Je pense notamment à la 5G. On a eu ce débat-là, dans d'autres audiences. Mais effectivement, se poser la question de est-ce que la 5G doit pas être un usage réservé, étant donné sa consommation en matériaux, qui sera engendré par notamment... C'est entendable ça, le simple fait de poser la question aujourd'hui quand on en discute Mais je pense que de réserver, c'est entendable. Je pense qu'avant la période du Covid, se faire enfermer pendant 2 mois chez soi n'était absolument pas entendable. Donc pour des objectifs, notamment pour l'urgence climatique, je pense qu'on peut commencer à dire à certaines personnes, la 5G c'est pour le secteur de la défense, c'est pour le secteur médical. Il risque pas d'y avoir une petite opposition de principe auprès d'acteurs? Je pense qu'il y a des oppositions à tout. Hein, donc, oui, enfin certains acteurs ont peut-être plus de poids que d'autres. Oui, effectivement, mais encore une fois, c'est la manière dont on va hiérarchiser les priorités. Est-ce que l'urgence climatique... Qui? Les acteurs, le gouvernement, les parties prenantes? Ouais. Au final, qui doit avoir le lead là-dessus? Qui doit avoir le lead? Qui doit dire non mais stop, vous arrêtez de faire ça, on arrête. Non mais je reprends votre exemple. On arrête de faire de la 5G parce que c'est trop consommateur de matériaux. C'est vous qui me donniez cet exemple. Oui, bien sûr. Bah, ça peut venir à la fois d'une demande sociale. La société, vous savez, allez voir sur change.org le nombre de pétitions qu'il y a pour la demande de ne pas mettre des antennes 5G soit dans les arrondissements de Paris, soit en banlieue. J'en ai encore signé une il n'y a pas très longtemps. Je devrais peut-être pas le dire, mais... Bon, c'est pas comme si vous étiez enregistré, je l'ai déjà faite celle-ci. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a une vraie demande. Mais surtout, il y a une vraie interrogation à avoir. Parce que vous êtes conscient que quand on signe aujourd'hui une manifestation de ce type, on est assez vite catalogué comme étant anti-science, mais absolument pas, absolument dans pas. l'esprit de certaines personnes. Non, absolument pas. Moi, je suis un scientifique. Je publie dans des revues à comité de lecture, donc on ne va pas m'accuser de militantisme. Je ne milite pour aucune cause. Je dis simplement, il faut se poser la question de réserver des usages. Réserver des usages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous discutez avec les personnes, par exemple, qui implantent de la 5G à l'heure actuelle, ils vont vous dire que ramener à la technologie, il y a moins de consommation de matériaux. Ils oublient juste qu'avec la 5G, on va multiplier en fait la taille du tuyau et on va multiplier la demande en données. Et donc, on va avoir une explosion de la demande en métaux liée aux usages du numérique. Donc après, il faut savoir ce que l'on veut. Monsieur Bourg, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est juste compléter, c'est le juste besoin. C'est pas se priver d'une technologie, c'est utiliser les technologies là où elles sont nécessaires. Un exemple sur la mobilité électrique en milieu urbain. Monsieur tout le monde, si on reprend des scénarios récents qui sont proposés par différents groupes, en gros, une voiture, elle va faire 30 à 50 km par jour. Ça ne sert à rien d'avoir une batterie de 100 kWh tous les jours. Par contre, l'été, quand vous allez partir en vacances, vous voulez traverser la France, vous avez peut-être besoin d'une. Mais dans ces cas-là, vous avez une voiture de petite capacité, et l'été, vous allez louer une voiture qui va vous permettre de faire ce trajet-là. On a les dernières technologies performantes, on repose sur des matières critiques, mais on utilise ce qu'il faut au juste besoin
parce qu'on va croiser les impératifs de la transition énergétique, du réchauffement climatique et des attentes de la société. Ce n'est pas se priver des dernières technologies, c'est de les limiter à ce qu'il faut. Guillaume Pitron le dit dans toutes ses conférences, et on l'a vu dans Paris il y a quelques mois, les affiches qui disent « Super, avec la 5G, je joue plus vite à Candy Crush ». Il n'y a pas besoin de je ne sais pas si Guillaume est là, mais désolé si je le plagie. Mais, voilà, il n'y a pas besoin de la 5G pour jouer à Candy Crush. On peut toujours jouer à Candy Crush. Alors, Monsieur Bertrand, vous voulez réagir? Monsieur H, je vous donne la parole. Peut-être vous voulez réagir tout de suite. J'ai juste une phrase. Je pense sincèrement que si la transition énergétique, c'est de passer de « je suis tout seul dans mon véhicule électrique » dans mon véhicule thermique à « je suis tout seul dans mon véhicule électrique », on a raté quelque chose. Monsieur Bertrand, pardon. Oui, je voulais réagir sur ce que vous disiez, là, cette notion d'être pro-science ou anti-science. Je pense que là, on est sur un sujet qui est tellement complexe, en fait, qu'on ne peut pas être dogmatique, en fait. On ne peut pas dire je suis pour le nucléaire ou je suis contre le nucléaire. On ne peut pas dire je suis pro-science ou je suis anti-science. On doit faire très attention à ce qu'on met derrière les termes, à ce que les termes qu'on utilise recouvrent. On parle, par exemple, d'énergie renouvelable. L'image, le petit cartoon humoristique que vous montriez juste avant, je l'aime beaucoup parce que une éolienne, elle va utiliser du cuivre, elle va utiliser du zinc, elle va utiliser du manganèse, du chrome, des terres rares. Le vent qui va faire tourner les pales de cette éolienne, c'est une énergie renouvelable. Mais est-ce que l'électricité qui va être produite par cette éolienne sera une énergie renouvelable? Alors, je ne suis pas en train de dire que les énergies renouvelables ou les énergies dites renouvelables, c'est pas bien. Je suis simplement en train de dire que le sujet est tellement complexe qu'il faut faire très attention à ce qu'on met derrière les termes qu'on utilise et à bien réfléchir à ce qu'ils recouvrent, en fait. C'est un sujet où on doit se garder de tout dogmatisme. Oui, moi, ce que je voulais dire sur la sobriété, ça paraît évident. Je crois que c'est comme le recyclage, on prend sa bouteille de verre, on va l'amener au container. Nous, dans le nucléaire, bien entendu que toutes ces technologies nouvelles qui consomment de l'électricité devraient nous faire plaisir, parce qu'on va produire plus d'électricité, donc on va avoir plus de réacteurs du nucléaire. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Non, je crois qu'effectivement, d'avoir une voiture électrique comparée à une voiture thermique, le soir, on la range chez soi, mais la batterie, elle va perdre de l'énergie pendant toute la nuit, alors que si vous avez un réservoir d'essence, vous avez 30 litres, alors, le lendemain matin, vous avez toujours 30 litres. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant la nuit? On va avoir une déperdition de l'énergie. Donc, il faut trouver des technologies, et moi, je supporte à fond effectivement cette démarche de trouver des technologies, mais adaptées et qui soient utilisées de façon sobre. C'est-à-dire qu'on n'ait pas des voitures électriques qui fassent de la déperdition permanente d'énergie. Merci beaucoup pour cette précision. Je vous propose qu'on termine cette deuxième partie, donc responsabilité et sobriété de la table ronde avant de passer à la souveraineté et l'indépendance. Il y a beaucoup de choses à dire, il ne nous reste qu'une petite demi-heure. J'aurais qu'on évoque quand même ce qui se fait chez Renault, parce que c'est intéressant, c'est un cas de... On parlait de voitures, donc on peut continuer à en parler avec Gaïa en matière de recyclage. C'est intéressant peut-être à mentionner au moins, puisqu'on l'avait préparé... Et je ne voudrais pas que vous me reprochiez ensuite de ne pas suivre le conducteur de la table ronde. C'est un exemple d'un pilier de l'économie circulaire, c'est l'économie de la fonctionnalité. Et là, il est illustré par quelque chose qui est fait chez Renault, mais qui est fait ailleurs, notamment chez pas mal de recycleurs de matières premières. On peut citer Umicore avec le compte matière, par exemple. C'est une approche qui déconnecte le coût de la matière première par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Donc, c'est de l'économie de la fonctionnalité. Qu'est-ce qui est fait dans l'exemple qui est montré ici? C'est que quand on arrive à avoir une intégration verticale d'une filière, ce n'est pas faisable partout. Ça peut être utopique de le rêver à toute application, mais ça peut être fait. Et ici, sur le recyclage, qu'est-ce qui est fait? Renault a décidé finalement de structurer une filière de recyclage des pots catalytiques en se disant je deviens propriétaire de la matière première dès les cases de véhicules. Et je mets en place non pas un marché de trading des matières premières, mais je mets en place une industrie de la transformation pour aller vers de nouveaux produits. Et donc là, on a les cases de voitures au travers de Indra, on a Gaïa qui récupère, démantèle les véhicules usagés et notamment donc, récupère les pots catalytiques, les prépare. Renault a passé un partenariat exclusif avec GSMAN, qui est une grande société internationale, pour traiter cette matière, puis avec Johnson Matthey pour
en réextraire les platinoïdes et en refaire des lingots métalliques qui repartent chez les fournisseurs de pièces détachées de Renault pour refaire des matières premières. Dans cette approche-là, la matière première, elle n'est jamais achetée ni vendue. Elle est toujours propriétaire de Renault. Comme dans le cycle nucléaire, le combustible est propriétaire d'EDF. Dans ces cas-là, la seule chose qui est payée, c'est le coût réel de la transformation. Ce sont des coûts qui sont beaucoup plus prévisibles, sur lesquels il peut y avoir des contrats de partenariat comme cela a été fait. Et donc, on sort de cette spéculation. Ça marche parce qu'il y a une volonté d'être dans une filière vers une application de la matière première. Voilà. Ça ne peut pas marcher partout. Mais par contre, ça peut débloquer des filières ou des options industrielles dans des cas où on aurait trop de spéculation sur des matières premières, où la matière première est peu chère comparée au service qu'elle rend. Dans cette approche-là, finalement, le coût de la matière première, il disparaît. Que votre tonne de terre rare, elle vaille 50 € ou 200 €, ce n'est pas grave. Le coût pour l'extraire, il est le même. Et à partir du moment où les acteurs se sont mis d'accord, où on a une intégration verticale, on peut mettre en place ce système-là. Ça peut permettre de valoriser des filières de recyclage sur laquelle le procédé de recyclage seul conduirait à une fourniture de matières premières sur les marchés trop chère par rapport au prix de la matière vierge. Donc ça ouvre des options. Ce n'est pas la panacée. Il faut vraiment étudier les filières qui sont adaptées à ça, des filières pour lesquelles les matières qui vont être produites seront assez cohérentes par rapport à la demande, ce qui est un peu le cas sur les pots catalytiques. On est presque sur un plateau, pour ne pas dire, si on applique les réglementations européennes à venir, sur une décroissance. Donc là, on sait que finalement, ce qu'on va récupérer de nos matières secondaires va vraiment répondre à un besoin, s'il n'y a pas de compétition d'usage. Et avec les platinoïdes, on peut avoir la compétition d'usage avec les piles à combustible. Donc là aussi, ça va être un choix ou une décision de réorienter les anciens pots catalytiques vers la filière de l'hydrogène, par exemple. Pour terminer cette partie sobriété et responsabilité, avant de donner la parole à Christian Pollack sur les enjeux de souveraineté sur lesquels je suis heureux de pouvoir l'entendre, je voudrais terminer sur une question que je n'ai pas eu le temps de traiter, mais je voudrais y revenir. Je m'en voudrais de ne pas l'aborder. Peut-être avec vous deux, M. Bertrand et M. H, sur la question de certaines mines qui pourraient être localisées dans des territoires en situation de stress hydrique. Je sais pas, c'est l'expression qui a été évoquée tout à l'heure. La ressource en eau, c'est quand même pas un petit sujet. On ne peut pas passer à côté de ça quand même. Donc, avant de parler de souveraineté, juste un petit focus là-dessus, ce que ça suppose et ce qu'on peut faire. Vous deux, allez, en duo, un binôme improvisé. Je vais commencer. Alors effectivement, la ressource en eau, c'est un vrai problème. Alors nous, on s'est intéressé notamment à la ressource en eau au Chili, sur les questions notamment du cuivre. Et donc, alors pourquoi ? Parce qu'une mine, ça consomme beaucoup d'eau, ça perturbe les écosystèmes. Il y a une problématique de consommation d'eau dans l'extraction, notamment, et puis dans toutes les étapes d'affinage minier, notamment. Et on s'aperçoit que, notamment dans un pays comme le Chili, à 80, on va dire que les principales mines d'extraction de cuivre sont concentrées dans des zones où vous avez un très fort taux de stress hydrique. C'est un peu la même chose, notamment en Australie. Et c'est aussi vrai pour certains sites miniers en Chine. Et donc vous avez cette problématique-là. On s'est amusé à faire une évaluation de la consommation d'eau, notamment pour les terres rares. On a essayé de projeter la demande en terres rares à l'horizon 2050, et on a projeté la demande en eau à efficacité des technologies constantes, et on arrivait à des chiffres qui étaient absolument hallucinants. La consommation d'eau des terres rares, de l'extraction de terres rares, notamment en Australie, représentait 25% de la consommation globale d'eau de l'Australie. Pardon de poser la question dans des termes totalement néophytes, mais avec le réchauffement climatique, j'imagine que ça a aussi un impact sur les sols. Je dis peut-être des grosses bêtises, mais vous avez une rétroaction. Est-ce que ça compromet l'idée même de pouvoir exploiter davantage de mines compte tenu de l'état de sécheresse de certains territoires, etc. Est-ce que dans le principe même, c'est un sujet qu'il faut regarder ? Monsieur Bertrand, Monsieur H. Allez-y. Non, mais comme vous voulez. Moi, je voudrais réagir sur ce que vous disiez là, sur la perturbation de l'environnement des aquifères. Oui, alors ça a été dit ce matin en fait. L'activité minière, c'est une activité industrielle qui a des impacts environnementaux.
ces impacts peuvent et ils doivent être gérés. J'ai un exemple qui me vient en tête. Il y a quelques années, j'avais été visiter la mine de Las Cruces en Espagne, en Andalousie. En fait, c'est une mine à ciel ouvert qui recoupe un aquifère. En fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait justement pour gérer cette perturbation? C'est qu'ils pompent l'eau de l'aquifère en amont et ils la rejettent en aval de la mine, en fait. Donc, effectivement, c'est une activité industrielle, c'est une activité qui a des impacts environnementaux, mais ces impacts, ils doivent être pris en compte dès la conception du projet et ils doivent être gérés. D'accord. Et du coup, sur ma question bête de sécheresse versus installation de nouvelles mines. Alors là, là, encore une fois, c'est peut-être une question qui scientifiquement n'a aucun sens. Hein. Si, enfin, je peux répondre un peu en tant que minier. L'eau est indispensable effectivement au traitement des minerais, ça c'est essentiel, plus ou moins en fonction des types de minerais. Et donc on revient à cette histoire d'éco-conception. Vous avez des mines de lithium au Chili qui pompent des saumures en profondeur et qui font évaporer l'eau dans des zones désertiques, c'est dans les déserts d'Atacama. Donc les gens n'ont pas d'eau autour, ils voient qu'on pompe de l'eau, bon, elle est saline, c'est des saumures, et ils voient cette eau s'évaporer. Donc en termes d'éco-conception, en termes de minier, c'est choquant quand même de voir que ce produit noble, qui est l'eau, qui est le premier produit noble pour l'humanité, s'évapore. Si vous superposez une carte des sites miniers mondiaux et une carte du stress hydrique mondial, vous allez avoir une superposition à près de 75%. Donc aujourd'hui, entre 70 et 75% des principaux sites miniers mondiaux sont des zones de fort stress hydrique. Alors après, on en vient à des solutions qui sont complètement folles d'un point de vue environnemental, de désalinisation des eaux, de faire monter en fait de l'eau par des tuyaux sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres, donc des aqueducs, on va les appeler comme ça. Donc là, on a véritablement la question qui était posée tout à l'heure d'effets indirects de nos modes de vie sur les principaux sites miniers extérieurs qui se trouvent bien évidemment posés. Merci beaucoup. On va commencer à parler un peu de souveraineté et d'indépendance. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Dans 5 minutes, ce que je vous propose, c'est de me tourner vers la salle pour prendre des questions en direct. Vos questions sont sans doute au moins aussi pertinentes que les miennes. Mesdames et messieurs, souveraineté, indépendance, dernier temps de cette table ronde. Christian Polack, vous me disiez au téléphone ne plus faire sortir des matériaux dont on a besoin hors d'Europe, bon sang. Alors le bon sang, je le rajoute. Hein. Oui, mais c'est bon sang. Non, effectivement, on a eu la remarque de quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on peut se permettre d'importer des matières qu'on ne veut pas exploiter chez soi? Le sujet se pose pour les batteries lithium-ion, pour les terres rares, puisque on n'a pas a priori ces matières en Europe. Enfin, au moins pour les terres rares, le lithium, on a vu qu'il y avait des zones qui seraient très intéressantes de prospecter. Enfin, aujourd'hui, on ne l'a pas, et tout vient de Chine ou tout repart en Chine. Alors de recycler, c'est bien. On va recycler les moteurs des éoliennes, on va recycler les moteurs électriques des voitures, on va en retirer les métaux, on va retirer les aimants, et ensuite on les met sur un bateau pour les renvoyer en Chine, qui va nous les renvoyer? Je ne crois pas. Non, parce qu'on va dépendre de toute façon de la matière chinoise. La seule façon, c'est de faire un stock. Alors, est-ce qu'on va faire un stock physique? On va faire un grand hangar où on va stocker les lingots de terres rares? Non, je pense que le stock physique, il sera dans tous les moteurs. Il restera en Europe, c'est-à-dire qu'il nous faut forcer le recyclage en Europe. Alors l'Europe, effectivement, a commencé à dire on va introduire de la matière recyclée, on va forcer le système pour qu'on ait dans le futur des moteurs électriques ou des batteries avec de la matière recyclée. Mais si on ne précise pas que cette matière recyclée doit être européenne, le Chinois, il va revenir, il va dire écoutez, moi je vous ai mis 35% de matière recyclée que j'ai fait chez moi. Donc il faut absolument que la législation européenne aille plus loin en disant il faut recycler sur place. Ne serait-ce que aussi l'empreinte carbone de tous ces allers-retours. On a vu 50 000 km entre le lithium chilien et puis votre batterie automobile. Si on doit faire des allers-retours avec la Chine, le bilan carbone aussi se pose. Donc, et ce n'est pas du transport maritime vélique. Monsieur Bourg. Oui, ça rejoint un point que nous avions discuté et qui est illustré peut-être dans une des slides, je ne sais pas si vous l'avez, mais la maîtrise de la chaîne valeur sur sa globalité est capitale. Chaque fois que vous transformez la matière vers un niveau d'usage supérieur, vous multipliez votre chiffre d'affaires par 10. Aujourd'hui, si on ne met pas en adéquation l'amont d'une filière avec son aval, on va à un moment perdre la valeur
qui est généré par l'extraction en elle-même. Donc on parle ouvrir des mines en Europe ou mettre une industrie de recyclage en Europe, aujourd'hui ouvrir une usine de recyclage en Europe de batteries. On a des usines qui recyclent les batteries aujourd'hui. On va citer Snam, Eurodieuse, pour citer les deux principaux français. Ils font de la black mass. Cette black mass aujourd'hui, elle contient le nickel, le cobalt, le manganèse. Ce n'est pas la peine en Europe d'aller plus loin dans le traitement de cette black mass. Aucune usine ne sait refabriquer les matériaux pour les batteries avec. Cette black mass, ces industriels aujourd'hui la vendent en Chine. Les Chinois ont les usines pour la traiter, en récupèrent le nickel, le cobalt, le manganèse, en refont des cathodes qu'on va racheter au prix de cathode et non pas au prix de la matière Donc première. il faut faire quoi? Il faut développer les filières, il faut adapter la timeline, la ligne de temps des différents développements. Quand l'homme est allé chercher des matières dans le sous-sol, c'est parce qu'il avait besoin de cette matière pour faire des outils. Il ne s'est pas mis à sortir des matières et puis aller la revendre à quelqu'un qui peut-être voulait en fabriquer quelque chose et la racheter plus tard 10 ou 100 fois plus cher. Donc il faut, et c'est ce qui est fait en ce moment, hein, on est en train d'aligner finalement sur certaines filières cette stratégie complète. Qu'est-ce que l'on veut fabriquer? On met en place cette filière et en même temps, on sécurise l'approvisionnement. Mais être décalé dans le temps, c'est ce que dit Christian, on laisse partir une vraie ressource qui, au moment où on aura l'usine pour l'utiliser, on ne l'aura plus. Monsieur Bertrand, je vous vois acquiescer. Oui, absolument. En fait, c'est une stratégie que la Chine a compris depuis bien longtemps et qu'elle a mise en place. Hein, en fait, pour être un petit peu provocateur, ce qui va créer de la valeur, de la richesse, de l'emploi, ça ne va pas être tant de produire et de vendre un concentré de cuivre, par exemple. Ça va être de produire et de vendre. Enfin, ça va être de produire des matières premières qui vont permettre de produire des composants, qui vont permettre de produire des smartphones, par exemple. Et effectivement, si on produit un concentré de cuivre pour le vendre à l'étranger ou pour l'exporter, ça n'aura pas de sens. Merci beaucoup. Des questions, on va commencer à les prendre car je vois que le temps file. N'hésitez pas. Il y a déjà une question tout de suite là. Hop. Il nous reste 2 questions. Mais alors je ne sais pas si vous pouvez éventuellement, mesdames, transmettre des micros. Voilà. Pareil, une petite présentation de savoir d'où vous allez poser la question, monsieur. Bonjour. Et on vous écoute. Bonjour. Étienne Gutz du journal Les Échos. Je voulais avoir votre avis sur les prix des métaux. Parce que si je comprends bien, on se dirige tout droit vers un super cycle méga massif des métaux. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'offre, sur la demande? Est-ce que ça va déclencher de la production minière? Ou est-ce que ça va freiner la transition énergétique? Parce qu'on va se reporter sur des énergies moins cher, type charbon. Bon, voilà une question qui est bonne. Oui, question de prix, c'est pour moi, oui. Non, effectivement, le prix a un effet immédiat, surtout quand on regarde les véhicules électriques, parce que le coût du véhicule électrique, c'est le coût de la batterie. Derrière, c'est une coque d'acier. L'acier, ça ne coûte pas grand-chose. Par contre, la batterie, ça coûte très cher. Si demain, vous doublez le prix du lithium ou doublez le prix du cobalt, je doute qu'on puisse, le concessionnaire puisse proposer une voiture au même prix avec la même batterie. Donc ça va y avoir un impact évident. On a beau aider effectivement des subventions pour qu'on passe à l'électrique, ça je veux bien, mais à partir du moment où la batterie va doubler de prix du jour au lendemain, c'est très différent de doubler le prix de l'essence. Le prix de l'essence, bon, fait tourner votre voiture dans un véhicule thermique, mais ce n'est pas l'essentiel. Là, alors que là, c'est le prix d'achat de la matière. Donc c'est évident qu'il va y avoir un effet rétroactif. Si le prix s'emballe, on ne pourra pas tenir ces chaînes de valeur. C'est évident. Donc on va devoir ouvrir plus de mines. De toute façon, il nous faut plus de matériel, hein, comme on l'a dit. Hein, le recyclage va recommencer à la fin de vie des voitures. Donc on a 10-15 ans encore avant de voir ces voitures revenir, ces batteries revenir. Donc on a un effet immédiat. Surtout qu'il est brutal et que la chaîne de fabrication est très courte. Merci, M. Pollack. La seule partie sur laquelle on peut avoir un contrôle du prix, c'est sur la matière qui serait issue du recyclage. Malheureusement, dans un marché en croissance de 15% comme les batteries, recyclées au bout de 15 ans, la matière recyclée, si on récupère 100% de tout ce qui a été mis, c'est 12%. Donc on va avoir une partie sur laquelle on pourrait contrôler le prix avec la stratégie ou le modèle d'affaires que je vous ai présenté, mais sur les 88% restants, on restera contrôlé par les marchés. Monsieur H. Pour répondre à votre question,
La question du supercycle, on se l'est déjà posée entre 2004 et 2008, on se l'est reposée un tout petit peu plus tard. À la grande différence que le supercycle dans lequel on va rentrer, donc moi, globalement, j'ai envie de vous répondre oui, il est bien évidemment clairement posé. Pourquoi ? Parce que si vous regardez tout ce qu'on vous a présenté depuis ce matin, il y avait un chiffre qui était très intéressant. Il faut entre 20 et 30 ans pour ouvrir une mine après 500 explorations. Ça veut dire qu'en gros, la décennie 2030, elle est déjà jouée. C'est-à-dire que les besoins de la transition de la décennie 2022, 2030, voire 2035 sont déjà dans les tuyaux, comme on dit en économie. Ça veut dire que quoi qu'il se passe en termes de développement minier, on n'arrivera pas à répondre à la demande avant 2030, voire 2035. Donc oui, clairement, on va rentrer dans un cycle de prix très élevé, ce à quoi il faut rajouter que nous ne sommes pas les seuls à rentrer en transition énergétique. C'est-à-dire que ce qu'on oublie de dire, c'est que plus les États-Unis et plus l'Europe rentrent dans la transition, plus ils sont dépendants de la Chine et plus il va y avoir de la compétition géoéconomique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire de l'instabilité. Pour avoir un tout petit peu étudié les politiques minières états-uniennes et chinoises, il faut tout simplement vous dire qu'aux États-Unis, on en est au stade de l'état d'urgence sur les matériaux critiques. L'état d'urgence. Il a été décrété par Trump, il a été redécrété par Biden, qui a notamment interdit de vendre tout stock de métaux stratégiques depuis 2021. Et ça a été redit avec l'invasion en Ukraine. En Chine, vous avez une politique où on vous parle de métaux avantageux. C'est-à-dire que dans la classification des matériaux stratégiques de la Chine, il y a un élément qui s'appelle le matériau avantageux. C'est quoi ? C'est tout simplement les matériaux que la Chine produit et pour lesquels elle peut tirer un avantage. Et donc, on va quoi ? On va aussi vers une économie qui possiblement va se fermer, tout simplement parce que les besoins chinois sont tels que l'exportation de métaux de la Chine vers les pays extérieurs vont être limités, ce qui va contribuer à, encore une fois, provoquer une hausse des prix, voire une instabilité très forte des prix dans les années qui viennent. Il y avait une autre question, je crois. Oui, Bénédicte Senki, Géosciences Montpellier, Université de Montpellier. Vous pouvez aller boire un café si vous voulez, mais je vais essayer d'être un petit peu plus courte. J'aimerais revenir aux fondamentaux, les questions de compétences et de connaissances. Hier, on a abordé la question, vous l'avez abordée avec les acteurs de la filière géothermie et capture du CO2. Le transfert de connaissances et de compétences et des réseaux des domaines pétroliers vers la géothermie et tout ce qui est stockage de CO2 est relativement simple, entre guillemets. Mais là, à mon avis, il faut bien se rendre compte que quand on commence à parler de la mine, il y a tout un domaine de compétences, de connaissances qui est complètement passé en désuétude. Alors, avec tout le respect que je dois aux collègues de Géoressources et de Orléans, de manière générale, s'il faut qu'on forme des étudiants sur la mine, les roches, les minéraux, les structures minéralogiques, on a toutes des connaissances de métallogénie qui se sont perdues en France. Alors, est-ce qu'il y a des optiques, des visions, des questions pour former les générations qui vont contribuer à cette transformation ? Oui, c'est un thème qu'on a abordé hier et qui est important, effectivement, la formation des personnes. Alors, je peux répondre parce que j'ai aussi une autre casquette, au plus de travailler chez Orano. Je suis président du conseil de l'école de géologie de Nancy. Il y a 120 ingénieurs géologues qui sont formés chaque année. La métallogénie, on a des compétences qui sont encore très présentes en France. Nous avons des centres de recherche, que ce soit le nôtre à Bessines, que ce soit à Orléans, que ce soit chez Eramet, à Trappes. Il y a des ingénieurs de process qui sortent de nos écoles, qui sortent de géologie de Nancy ou d'autres écoles, qui rentrent dans ces centres de recherche. Et en termes de métallogénie, enfin moi je parle pour Orano, on est vraiment à la pointe mondiale du traitement des minerais. Donc on n'a pas ce souci-là de se dire on perd de la formation. La formation, elle est toujours là, seulement elle est tournée vers l'étranger. Dans ce sens, on ne va pas traiter des minerais français, on va traiter des minerais qui viennent de l'étranger, mais avec nos compétences ici. Donc je mettrai un bémol aussi, et puis il y a certaines écoles des mines qui ont encore gardé des compétences minières et techniques, donc je pense qu'on a cette chance encore en France d'avoir un monde académique qui pense encore l'avenir sur l'industrie minière.
Après, je ne crois pas me tromper. Hier, il y a une intervenante, je ne sais plus qui, je ne vous le cache pas, qui disait qu'il fallait quand même bichonner, je crois que c'est le terme qui a été utilisé, ses compétences et ses filières, parce qu'on n'est quand même pas à la... Enfin, est-ce que, pardon de poser la question brutalement, il y a un intérêt massif, ou en tout cas un intérêt renouvelé des étudiantes et des étudiants à traiter des sujets qui sont en connexion avec ceux de la mine? C'est ça, en fait. Est-ce que... Oui. D'accord. Bon, bah. Alors, je peux répondre à ça. Je veux dire qu'on a les étudiants qui viennent à l'école de géologie de Nancy, ils ont intégré tous ces problèmes là développement, de mines durables, responsables, et ils viennent parce qu'ils savent qu'on a besoin de ces matériaux pour l'avenir. Ils ont très bien compris cette histoire de smartphone, de batterie électrique, donc ils sont extrêmement motivés pour venir. Donc on a vraiment on n'est pas dans une vision à la Germinal de la mine, pas du tout. C'est un message d'espoir, en tout cas. C'est intéressant à entendre. Il y avait une autre question, je ne crois pas, mais je voudrais terminer cette table ronde avec une phrase ou deux, si c'est possible, pour chacun d'entre vous, pour terminer dans les temps. Je voudrais qu'on parle des échelles pour terminer. C'était prévu dans cette discussion. Échelle de temps, échelle de lieu, bonne échelle d'économie circulaire, échelle d'action, etc. En guise de mot de la fin, je vais vous proposer de répondre à chacune de ces thématiques. Christian Pollack, d'abord sur l'échelle de temps, il y a cette question de course contre la montre qui s'engage pour trouver des matériaux et les utiliser dans les bonnes conditions. Est-ce qu'on a le temps de reconstruire des filières en quelques années reconstruire des filières et les conceptualiser, les mettre en place, ok, mais dans quel délai? C'est très long, effectivement. Je crois qu'on s'impose on s'impose des délais en disant que il y aura plus de moteurs thermiques en 2035, il y aura plus de pétrole en 2050. On s'impose ces choses-là sans vraiment consulter l'industrie. Parce que l'industrie, on essaye de s'adapter au mieux, mais on a des échelles de temps, de fabrication, de technologie. Les mines, les mines de 2030, elles existent déjà dans les cartons, mais elles ne sont pas encore sorties. Celles de 2050, on doit les trouver. Donc, doit y avoir un dialogue plus constructif entre politique et industriel, on peut comprendre les besoins de population, le souhait des populations d'avoir une atmosphère propre, un CO2 et autres, mais il faut consulter l'industrie aussi pour leur dire est-ce que c'est possible. Donc, construire rapidement une filière complète sur le lithium, le cobalt, avec les quantités qu'on nous demande, ça va coûter très cher et on ne risque pas d'y arriver dans les temps. Donc il faut plus avoir un dialogue pour que ces filières se construisent. Échelle de temps, échelle de lieu maintenant, Guillaume Bertrand, où concentrer nos efforts? On pourra peut-être rediscuter de la carte. Quels aspects Oui, alors sur la ressource en Europe, en fait, déjà, je pense que le message important, il est que la ressource en Europe, elle existe, même si l'Europe n'est pas du tout autosuffisante sur ses approvisionnements. La ressource, dans bien des substances, elle existe. Ça, c'est important. Après, on sait à peu près où est-ce qu'elle se situe. Ça, c'est dicté par la géologie, en fait. Elle se situe dans ce qu'on appelle les grandes zones de socle, c'est-à-dire les chaînes de montagnes plus ou moins anciennes. Je pense qu'en fait, la question, elle est pas tant géographique que thématique. À mon avis, le vrai point sur lequel il faut concentrer nos efforts, c'est effectivement sur des sujets qui sont, à mon avis, majeurs, qui sont l'acceptabilité sociale et l'action politique. Et il y a aussi, alors je reviens sur cette notion d'échelle de temps, parce que c'est effectivement, à mon avis, totalement majeur, les prévisions de production de lithium d'ici 2030, les besoins seront multipliés par 5, en fait. 2030, à l'échelle d'un cycle minier, c'est effectivement demain, en fait, hein, comme l'évoquait Emmanuel et comme l'évoquait Patrick, la mise en production, entre l'exploration et la mise en production d'une mine, c'est 20-30 ans, voire si on est optimiste, 15 ans. Donc là, le défi, il est absolument majeur. Alors, on a vu dans d'autres domaines, par exemple, si on se projette un petit peu dans le passé, qu'on a été capable de développer des vaccins pour faire face à une pandémie mondiale en 12 ou 18 mois, alors que normalement, il faut 10 ans. Donc, ça peut nous apporter de l'espoir, mais en tout cas, sur ce sujet-là, le défi est majeur. Merci beaucoup Stéphane Bourg. Bonne échelle d'économie circulaire. C'est quoi le bon niveau territorial pour mettre en place ces écosystèmes? Le bon niveau territorial, il va dépendre de la filière que vous considérez. Si elle est pilotée, elle doit être pilotée par
la disponibilité de la ressource et le besoin dans ces ressources. Le territoire de l'agrégat ne sera pas le territoire des platinoïdes et le périmètre d'action des grandes compagnies qui sont dans ces filières aussi va impacter. On peut espérer, et nous on se doit de monter des modèles d'économie circulaire au niveau de l'Europe, en jouant donc sur les piliers notamment d'écologie industrielle et territoriale et d'économie de la fonctionnalité, qui vont faire que peut-être les visions simples de la boucle fermée, batterie vers batterie, aimant vers aimant, au niveau de l'Europe n'est peut-être pas la bonne. Comme je vous l'ai dit, le marché de croissance des batteries, le recyclage que 12%, on a besoin de nickel et de cobalt ailleurs. Peut-être que notre intérêt au niveau de l'Europe, c'est de récupérer ce nickel et ce cobalt par des procédés moins performants, mais qui vont alimenter une industrie pour laquelle on a besoin en Europe. Et puis de toute façon, se reporter sur la mine, qui ne sera pas forcément chez nous, pour ce nickel et ce cobalt, même si du nickel en France, si elle n'est pas métropolitaine, on en a. Donc cette notion de territoire, elle va reposer sur une analyse des croisées des filières, des décisions politiques, croisées avec aussi des attentes d'une société. Donc c'est du cas par cas, il n'y a pas d'uniformité et il faut analyser ça précisément avec des choix assumés dès le début et dans une vision un peu long terme, parce que quand un industriel va investir dans une usine, que ce soit pour fabriquer des batteries ou pour recycler du combustible, il faut qu'il soit à peu près sûr d'avoir un retour sur son investissement. Vous me fournissez une transition parfaite pour la dernière question sur les échelles d'action. Monsieur H, vous me disiez en préparant cette table ronde qu'il fallait arrêter de prendre les problèmes les uns après les autres, mais globalement. Oui, je pense que s'il y a un problème qui est globalement systémique, c'est bien celui de la criticité des matériaux, de la transition énergétique et des besoins, tout simplement parce que, comme on le voit, ça touche le géologue, ça touche l'économiste, le géopolitologue, ça touche le sociologue. Donc ça veut dire qu'il faut absolument des espaces de travail pluridisciplinaires qui doivent se créer et qui doivent bien évidemment analyser la question d'une manière globale. Et cette question, à mon sens, elle est fondamentale. Et si je reviens sur la sobriété, vous voyez, à l'heure actuelle, on ne parle que de sobriété énergétique, mais en fait, c'est de sobriété matériaux et sobriété eau et sobriété globale dont il faudrait parler. On ne prend qu'un bout du problème. Si on prend qu'un bout du problème, malheureusement, on n'aura qu'une partie des solutions. Et donc, on ne traitera pas en fait cette grande mission que l'on a qui s'appelle l'urgence climatique. Christian Pollack, Guillaume Bertrand, Stéphane Bourg et Emmanuel H étaient les participants de cette table ronde. Je vous prie de les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il est 12h30, un petit peu plus. Voilà, 12h32. On n'est pas trop mauvais sur le timing. Merci pour ces interventions très, très intéressantes. On va marquer une pause méridienne, comme on dit. On se retrouve à 14h pour parler à nouveau de société en transition sur les enjeux du sous-sol, en écho notamment à la thématique de ce matin. On va reparler notamment d'acceptabilité, entre guillemets. À tout à l'heure, 14h.